Réalité, Vanilla Sky et Cool World, bienvenue dans un nouvel épisode de Random Movies. Three filmmakers are fighting to keep cinema alive. That's so random. That's so random. 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 So random. Oh my god. I say random all the time. Are you me? Super weird. Le concept est très simple, chacun propose un film, qu'il a peut-être déjà vu ou pas, qu'il a aimé ou détesté. Et maintenant qu'on a tous vu les 3 films, c'est le moment de leur mettre ce qu'ils méritent. Et pour ça, je suis avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Marjorie. Avec Seb. Bonjour Seb. Bonjour Marjorie. Et avec Léo. Bonjour Marjorie. Bonjour Léo, notre ingé son, sans qui ce podcast n'existerait pas, donc merci à toi d'être là. Mais je vous en prie. Et il faut savoir que tu participes au projet aussi parce que tu comptais, et je te cite là-dessus, tu comptais élargir un petit peu ta culture cinématographique. Alors j'aimerais savoir combien de films tu as vu pour cette émission. 0. Parfait. Nul. Bon bah c'est raté du coup. C'est une sortie de scène. Tu peux couper le micro. Tu coupes ton micro, Tu peux s'il te couper plaît. le micro. On va faire ça alors du coup, ouais. Au revoir Léo. Au revoir. Bon, avant de commencer dans le vif du sujet, j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous avez vu cette semaine ? Donc c'est moi qui commence. Ouais, C'est très bien. génial. Donc moi, dans ma grande tradition de voir des séries, j'ai évidemment binge watch, comme disent les Jones, une série récemment. C'était Ted Lasso avec Jason Sudeikis comme acteur principal, qui était une série, ma foi, très très sympathique, qui a fait passer le temps. Je pense pas que ça restera dans mes plus grandes séries de tous les temps, mais c'était super cool. Au niveau des films, j'ai vu Mulholland Drive de David Lynch hier soir. Alors les gens qui sont ici savent peut-être l'amour que je porte pour Blue Velvet de David Lynch. C'est quand même très étonnant que j'ai attendu autant de temps pour voir Mulholland Drive, mais c'est un chef-d'œuvre. C'était sublime. Et aussi lundi, j'ai vu un autre chef-d'œuvre qui m'a marqué. C'était Blowout de Brian De Palma. Voilà. Très beau programme. Et Merci. toi Mathieu, t'as vu quoi cette semaine ? Moi j'ai rattrapé Arrival hier, premier contact de Denis Villeneuve. Oh. Le mec tourne en boucle, que j'avais pas vu en fait simplement, et il était dans une proposition Netflix, alors je me suis dit pourquoi pas, et c'était vachement bien en fait, vraiment c'est super bien, c'est de la SF très très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est très utile pour la linguistique aussi. Oui, ça aide. Hein. pour les gens- T'es un gachon en linguistique, non Pour Mathieu les gens chiants qui aiment la linguistique comme Seb, c'est très pratique. Et sinon, j'ai malheureusement, parce que abonnement de ciné oblige, j'ai vu le dernier Black Panther. C'est très long, 2h40. C'est pas nul, hein, mais c'est très long, 2h40. Et j'ai surtout vu Mascarade de Nicolas Bedos. Ah, Et comment? Et c'est vachement bien, vraiment, c'est super super bien. Je suis un grand fan du gars. Il avait fait 3 films qui étaient très bons, même son OSS je le trouvais très bien. Et vraiment celui-là, il a un peu de budget, il a du casting, il a du temps, ça fait 2h20 aussi. Et il déploie vraiment son truc. Et c'est un des films, je pense, les plus méchants en écriture que j'ai vu depuis très très longtemps. Et c'est vraiment super, quoi. Je vous encourage à le voir. trop Je bien. pointe pas du tout ceux qui ont l'abonnement de cinéma ici. Je vous encourage à le voir. C'est pas moi qui pointe. Je sais pas de qui il parle. Et alors, quant à moi, j'ai vu la série Possession sur Canal+. Ne me demandez pas comment je suis tombée là-dessus, mais enfin voilà. Sur Canal+. Oui, c'est passé en clair pendant une semaine et du coup, il y a Possession qui passait. Alors, pour vous donner une idée de ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé qu'au bout du 6e épisode, ça n'avait toujours pas démarré. Et il y a 6 épisodes, donc c'est un problème. Ah très très bonne vanne. Wow. Agressive. Et maintenant, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Et en plus, on va rentrer dans le vif du sujet avec mon film, puisque je vous présente Réalité. Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement me convient, alors on signe. Et tu fais ton film. Et je veux un Oscar pour ce gémissement. Le caméraman Jason Tantra se rêve en cinéaste et veut réaliser un film d'horreur. Bob Marshall, grand producteur, aime son projet, mais avant de dire oui, il veut la preuve que le film contiendra le meilleur cri humain jamais poussé de l'histoire du cinéma, capable même de décrocher un Oscar. Le futur cinéaste a donc 48 heures pour le trouver. C'est un film donc français, réalisé par un réalisateur français, ça paraît logique, en 2014, qui s'appelle Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, je trouve intéressant de mentionner qu'il ne commence pas sa carrière tout de suite dans le cinéma et il devient connu avec un
un tube électro. Je ne sais pas si vous saviez ça, les amis. Non. Voilà, je vous l'apprends peut-être. Et donc, j'aimerais d'ores et déjà que ce titre passe en fond pendant toute la suite de ce podcast, puisque ça s'appelle Flat Beat. Je ne vais pas rire sur ce titre. Je sais que je ne rigolerai pas. Et il est sorti. Oh, mais là, t'as carrément perdu. Il est sorti en 1999. Et pourquoi je vous parle de ça? Simplement pour vous dire que Quentin Dupieux touche déjà un petit peu à la musique. Et dans ses films, il a des fois tendance à faire ses propres soundtracks, même si c'est pas le cas de réalité. Mais je trouve ça intéressant de mentionner. C'est son 6e long métrage. Avant, il a réalisé des films comme Rubber, Wrong ou Wrong Cops. Et plus tard, il a fait des films comme Au Poste ou Mandibule, peut-être des films dont vous avez entendu parler plus récemment. Notamment, pour mon cas en tout cas, c'est Au Poste qui m'a fait connaître ce réalisateur. Le scénario de réalité a été écrit bien avant le tournage. C'est quelque chose qui a bien eu le temps de macérer sur toutes les années. Quentin Dupieux complétait le scénario entre le tournage de ses films précédents avant de enfin pouvoir concrétiser son projet. Le film a été tourné en Californie, à Los Angeles, essentiellement pour des raisons de budget, mais ce sont de très très belles images que Quentin Dupieux a réussi à capturer, en tout cas, je trouve, avec des acteurs donc, qui sont à la fois anglophones et francophones. Et ça permet, le réalisateur s'est exprimé par rapport à ça et dit aussi que diriger les acteurs francophones lui permet de communiquer beaucoup plus de nuances au niveau du jeu d'acteur, mais il a aussi beaucoup tourné avec des acteurs anglophones. C'est vraiment un réalisateur qui dirige un petit peu des deux. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans le paysage cinématographique français. Et donc, parmi ces acteurs, on retrouve Alain Chabat, c'est déjà un point positif pour ce film, mais également Jonathan Lambert et Élodie Boucher. Et la musique du film donc, n'a pas été créée par Quentin Dupieux, même s'il l'a déjà fait pour d'autres films. Mais là, il a pris un extrait, les 5 premières minutes de la musique Music with Changing Parts de Philip Glass, qui est un très grand compositeur de musique de film ou encore d'opéra. Et ça va donner une certaine impression de boucle au film, de boucle qui va en fait correspondre à la boucle temporelle qu'est le film. Enfin, je n'ai pas encore totalement détaillé en quoi consistait le film. Je crois que mes collègues vont le faire très bien aussi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi réalité ? Eh bien, il faut savoir que moi, j'ai découvert, donc, comme je l'ai dit, Quentin Dupieux avec Au Poste, un film sorti en 2018, et j'avais adoré. Ça fait partie de mes films français préférés. Va savoir pourquoi. Il y a une ambiance, il y a un truc. C'est un des premiers films un peu de cet ordre-là, absurde, mais en français que je voyais. Et j'ai vraiment adoré l'univers du gars et voilà ce qu'il proposait. Et j'ai entendu parler du film réalité plutôt sur Internet et les gens le vendaient comme un de ses films phares de sa filmographie. Du coup, j'étais simplement curieuse de le découvrir. Et sincèrement, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai aussi hâte d'entendre vos avis. Du coup, je me tourne vers Seb. Qu'as-tu pensé de réalité ? Alors, moi, j'ai bien aimé le film. Oui, j'ai bien aimé. Mais c'est bizarre. En fait, déjà, je le trouve superbement réalisé. Il y a tous les plans qui sont esthétiques. Il y a un peu une image un peu jaune des fois. Il y a les changements de support entre le film, entre ce qui est censé être la réalité, mais bon, on en reviendra. Les acteurs, ils sont excellents. Jonathan Lambert, dans son truc de producteur fou, il a des scènes qui me font mourir de rire, notamment la scène où ils sont avec la scène de la cigarette, où il est là. Non, mais fume une clope, et après. Non, mais si tu sais pas fumer, prends pas de clope. Chabat, il est gigantissime, mais comme d'habitude, un peu. Et aussi, il y a la présence de Eric Vareheim, je crois qu'il s'appelle. C'est le grand, là, qui est sur un tank avec une robe. En fait, il joue dans Master of None, il joue le meilleur pote d'Aziz Ansari. J'en ai déjà parlé à l'épisode 0, mais toujours, j'aime bien Master of None. Et je place juste ici qu'il y a aussi un caméo de Thomas Bangalter, qui est un des membres des Daft Punk. Donc si vous cherchez un deuxième point positif à ce film, voilà, il est posé là. Parce que c'est le mari de l'actrice, je sais plus comment ça s'appelle. Exactement, le mari d'Élodie Boucher. Ouais, exactement. Le mec des Daft Punk, c'est celui qui a un casque ou c'est l'autre qui a un casque ? C'est celui qui a un casque. Merci. De rien. Je sentais que t'étais un peu perdu. Non, je comprends. T'as parlé de la musique et c'est vrai que c'est un élément super important, que cette musique, elle est redondante, un peu lancinante comme ça. En fait, ça donne cette impression qu'une menace plane sur des personnages, alors que c'est que dans nos têtes parce qu'il n'y a pas vraiment de menace. On va revenir un peu, mais le film, il est vraiment déconstruit. Et c'est peut-être la chose que j'ai le plus aimé parce qu'en fait, il compromet pas le film. J'ai vraiment l'impression qu'il y a Dupieux qui veut me montrer quelque chose, il a des images en tête et il va me les montrer et il compromet jamais. Et je trouve ça admirable. Il n'y a aucune limite dans ce qu'il peut montrer. Mais malheureusement, en fait, et vraiment, je suis déçu par moi-même de l'admettre, mais j'ai été laissé de côté par le film. Je pense que c'est justement à cause de son côté un peu trop conceptuel, un peu trop fictionnel, double sens de fiction. C'est une fiction dans la fiction.
Et quand on est un peu, on va dire, on s'aimerait cinéphile, on s'aimerait un peu éduqué, on se dit qu'on va tenir un film abstrait, on va tenir un film conceptuel. Et quand à la fin du film, on est là, wow, en fait, ouais, mais non, j'ai vu où il voulait aller, mais finalement, je l'ai pas suivi. Et donc, je suis un peu déçu, surtout par moi-même, de pas avoir apprécié autant que ça le film. Mais ça me déchire le cœur, j'aurais vraiment voulu adorer ce film. C'est beau de reconnaître ses erreurs, en Merci. tout cas. C'est Je beau. suis qu'un homme, je suis fragile. Alors, je précise juste, donc, tu parles de film conceptuel et effectivement, c'est vraiment ce que ce film est. C'est-à-dire que pendant tout le film, vous allez assister à un enchevêtrement de réalité. Ça veut dire que vous allez suivre une première piste narrative en pensant que c'est la principale. Il va s'avérer qu'en fait, non. Puis une troisième va se rajouter. Et tout l'intérêt du film, c'est qu'il est finalement impossible de déceler laquelle est la principale, laquelle est la réalité, Ou s'il y en finalement. a une. Ou s'il y en a une, Si, il y en a bêtement. tout simplement une, c'est Voilà. ça. Des personnages vont se croiser, on va voir un tournage d'un film, puis les personnages de ce film seront dans la deuxième couche de réalité, où on a justement Alain Chabat qui est scénariste en devenir. Et en fait, c'est ça. Et le film est une boucle, même dans ces personnages, où chacun va voyager et traverser des couches comme ça de réalité. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que le film s'appelle Réalité, mais questionne justement qu'est-ce que la réalité Ouais, et c'est qu'est-ce si que le méta. rêve. C'est si méta. C'est si méta, Mais il m'en faut putain. peu, moi, pour me charmer. Je suis cinéaste. Du coup, Mathieu, comme tu sembles vouloir parler, je te laisse la parole. Je sens vouloir parler. Moi, j'ai dit 2 conneries en 10 minutes. Quentin Dupieux, il est assez intéressant, notamment pour sa partie musicale, ce que tu disais. Je suis pas sûr que tu aies donné son nom de scène. En fait, Oui, j'ai oublié, c'est Mister Oiseau. C'est Mister Oiseau, qui est connu également, mais pas du tout. Pardon, mais pas du tout connu pour être Quentin Dupieux, en fait. Souvent, les gens connaissent les deux, mais savent pas que c'est le même mec. Celui qui disait, vous êtes des animaux, là, un truc comme ça. Exactement. Wow, wow. Ah bah voilà. Exactement. Dupieux, moi j'en avais vu quelques-uns. Je suis un peu comme toi. J'ai pris vraiment le truc avec Au Poste. Puis après Le Dain, Mandibule, Incroyable mais vrai. Et j'ai rattrapé Rubber aussi récemment. Il a commencé avec Non-Film, qui est un truc que je voulais voir parce que tu parlais de méta, mais alors c'est le truc le plus méta que tu puisses faire. C'est que c'est un film qui raconte le tournage d'un film et donc qui n'est pas vraiment un film et donc non-film. Il y a beaucoup de films qui parlent de tournage de films, quand même. Oui, mais là, Mais là, c'est intelligent. Ah, non, là c'est bizarre. Mais c'est parce que c'est Dupieux. méta. Mais ce qui est intéressant dans le casting de non-film, c'est qu'il y a Kevin Sky et Sébastien Tellier. Donc en fait, il a pris ses potes DJ pour jouer dedans. Donc à la base, c'est vraiment un mec de la démerde qui a pas de thunes et qui fait les trucs un peu de son côté et son délire. Tu le sens un peu, genre, comme dans Mandibule, tu le sens vraiment ce côté. Tu le sens dans Steak quand il prend Eric et Ramsey, puis il fait une parodie de la société américaine et que ça marche pas du tout. Tu vois, Ouais, tu sens ouais. qu'il a un truc à raconter. C'est de la et que- bricole, mais ça marche bien. Ouais, C'est la bricole très intelligente que moi j'aime beaucoup. Après, réalité, il a pour moi passé un cap qui est le cap du too much. C'est-à-dire que en fait, réalité, il fait vraiment pivot dans les deux sens. Parce que dans l'ordre, donc j'ai la liste sous les yeux, donc il y a non-film, Steak, Rubber, qui est ce pneu télékinésique là qui fait péter les trucs. Après, il y a Wrong et Wrong Cops. Donc Wrong, c'est vraiment l'absurde possible. Wrong Cops, pour vous donner le niveau, il y a Eric de Eric et Ramsey et Marilyn Manson dans le même film. C'est juste, moi, conceptuellement, j'ai envie de le voir. Et après, il y a Réalité. Et là, vraiment, Réalité, on a un pivot, selon moi, où ça devient too much, en fait. Et moi, il me perd parce que je comprends pas le film. Littéralement. Mais après, j'admets tout à fait ma peut-être soit avoir été laissé de côté, soit peut-être pas simplement pas réussir à le comprendre. Hein, c'est tout à fait possible. Et après, il revient à quelque chose de plus simple, en guillemets, avec Au Poste, Le Dain, Mandibule, Incroyable mais vrai, qui est plus accessible, qui est plus comédie grand public, un peu folle, où tu as plus l'impression que c'est presque familial. Donc Réalité fait vraiment ce pivot au milieu qui est intéressant. Qui est aussi intéressant parce que déjà il y a Chabat et Chabat, on a tous envie que ce soit notre papa déjà. Donc moi je suis toujours très content quand je vois Alain Chabat. Toi, t'es plus vieux que lui. Pourtant je suis plus vieux que lui, ouais. Mais si t'avais vu Réalité, tu saurais que la réalité n'est pas vraiment la réalité. Oh, c'est vrai, putain. C'est Réalité méta. ou illusion? Et on croirait que c'est écrit. Oui. Non, après Chabat qui parle anglais, c'est un truc que j'avais jamais vu et j'aime beaucoup. Il se débrouille bien, hein, J'ai c'est découvert crédible. une nouvelle strate dans le palmarès. J'adore Chabat. J'aime aussi beaucoup Chabat qui parle anglais. J'ai l'impression qu'il y a des cases à cocher. C'est génial, c'est Noël. C'est le bingo Chabat. Exactement. Et du coup, moi j'ai surtout relevé des moments en fait que j'ai beaucoup aimé dans le film, puisqu'à défaut de l'avoir réellement décrypté, je peux au moins un petit peu en parler. Comme disait Seb, j'aime beaucoup la réal, j'aime beaucoup la photo aussi. Je trouve les plans vraiment beaux, vraiment clairs. Il y a vraiment quelque chose d'assez sobre et en même temps bien fait, quoi. Il y a vraiment que Dupieux qui arrive un peu à mêler ça. Ça fait pas américain et ça fait pas téléfilm, quoi. J'aime beaucoup cette scène de Chabat avec Lambert, avec cette clope, où, comme tu en parlais, quoi, où vraiment il y a ce truc où
je sais pas combien de fois il s'est dit dans le film, il faut que je le fasse fumer une clope, mais non, mais oui, Ouais, mais non, non, mais c'est oui, fou. mais non. Et cet aller-retour, moi, a fini par me faire rire. Et il y a même un côté méta dans le fait que Chabat arrive pas à expliquer son film parce que le mec arrête pas de le couper. Et c'est un moment où le film stagne en lui-même. Ouais. Du coup, tu te dis, ah putain, il est en train de piétiner, mais le gars piétine aussi. Enfin, c'est assez intelligent. Et moi, j'arrête pas de me dire que l'idée du film de Chabat, c'est clairement une idée de Dupieux qui n'a pas été acceptée par les studios. C'est clair. Le poste Il y de a moyen, télé il y a qui fait moyen. péter les esprits des gens. C'est pas plus con que Rubber en fait. Hein, C'est complètement pas plus con que Rubber. Ouais, ouais. C'est tellement pas plus con que Rubber qu'il y a Rubber 2 à l'affiche qui passe dans le film. Exactement, c'est vrai. Donc, J'ai pas vu, ouais. j'ai pas vu. Et j'aime beaucoup ce caméo de Zanavicius aussi, qu'on aime aussi tous d'amour pour les OSS, qui est celui qui vient remettre un prix, vous verrez dans le film. Mais j'aime beaucoup qu'il ait pris comme caméo Zanavicius, qui juste apparaît puis repart. Mais sinon, en fait, il y a un moment donné où, en plus, c'est pas long comme film, donc je pense que ça prend 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, je me dis ah, et après, au bout de 25 minutes, je me dis ah, et je comprends plus rien. Et jusqu'à la fin, en fait, après, j'ai laissé le truc dérouler. Je me suis dit, c'est très plaisant à regarder, j'aime beaucoup ce que je vois, je crois juste que je suis trop con, je le comprends pas. Et du Mais coup, c'est pas le but, je crois. Ouais, mais du coup, j'ai juste accepté ça, ce film avec beaucoup de sympathie. Enfin, je pas du tout un mauvais visionnage. Juste, je suis pas capable de vous l'expliquer. Donc, j'ai pas une grosse critique en fait. J'ai beaucoup aimé, mais pas. Je comprends ce que tu penses totalement et justement, je pense que c'est un petit peu le but du film aussi, c'est de recréer la logique du rêve. Et donc, potentiellement pas de logique du tout. C'est-à-dire que quand déjà tu as conscience que tu as rêve que quand tu sors du rêve, et là c'est pareil, c'est-à-dire que le film a sa logique propre, mais il faut soit t'adhères, soit t'adhères pas. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a un moment de bascule, je pourrais pas dire exactement, où tu sais du coup où le film va partir, tu dis ok, là ça n'a plus aucun sens, les personnages se retrouvent ouais. alors qu'ils devraient pas se retrouver. Et c'est là, je pense, où tu commences soit à décrocher, soit à accrocher. Perso, j'ai accroché parce que je me suis dit ok, c'est le principe, c'est différentes couches de réalité, avec Alain Chabat qui est lui-même un peu en train de cauchemarder, et c'est ça qui se passe. Et le film, en fait, adhère complètement à une logique de rêve, comme nous, on peut parfois aussi rêver avec des personnages Et là où je perds absurdes. la logique de rêve, c'est qu'on suit pas que Chabat, quoi. À un moment, on est sur. En sur tout le cas, c'est gars comme de ça Master of que None. c'est comme ça que le réalisateur présente son film. Le film est un gigantesque rêve, en gros, Ok, alors où je l'ai pas les du tout personnages compris se comme ça, croisent, où il n'y a pas de cohérence véritablement, mais du coup, c'est le propre du rêve. Et c'est exactement une logique aussi interne dans le film, où à plein de moments, tu as l'impression que c'est la réalité, et c'est en sortant, par exemple, d'un écran que tu comprends que ce que tu voyais, c'était un film, et c'est la même chose que pour le rêve, justement. Mais Donc, je m'excuse de te couper, le point zéro, sans dire lequel, tu l'as repéré ou pas? C'est-à-dire le point d'ancrage avant. Mais il y en a pas. il n'y en a pas, justement. C'est ça, mais c'est ce qui fait pour moi, au bout d'un moment, il se perd dans son concept, c'est que tu peux te raccrocher à rien au bout d'un moment. Alors c'est ça, et c'est ce que j'allais dire justement, c'est que cette histoire de rêve fonctionne et ne fonctionne pas dans le sens où ça finit par tout désamorcer. Toutes les critiques que tu pourrais adresser au film sont désamorcées par le fait que c'est un rêve. Donc si tu trouves que le jeu d'acteur il est un peu étrange, si tu trouves que la structure narrative tient pas, si tu trouves que les personnages sont bizarres et sont moins développés, moi je pourrais à chaque fois te répondre ouais mais c'est un rêve du coup, c'est normal. Et c'est ça qui pourrait être une faiblesse. Moi personnellement ça a fonctionné sur moi, mais ça peut justement être l'argument qui fait qu'on n'apprécie pas le film. Ouais, c'est un peu l'argument, mais c'est pas con, c'est pour les enfants. Bah non, c'est pas. Exactement. Non, mais je trouve que c'est là où tu peux pas trop le critiquer, enfin, où ça, c'est pas qu'un truc de désamorçage, c'est que il est conscient de ce qu'il fait, il le fait très bien. Enfin, Jonathan, au niveau de l'acting, ça marche très bien, tout ça. Mais alors, moi, j'ai pas du tout compris ça comme un rêve. Bizarrement, ça m'ouvre les yeux maintenant. Si, il est dans son propre cauchemar. En plus, il passe un coup de fil à un moment donné, il comprend qu'il est en train de cauchemarder, qu'il n'arrive pas à se réveiller, en fait. Ah oui, il le dit, puis après, il y a l'autre qui dit oh, Non, moi, on j'ai aime vu bien. ça comme un enchaînement de tournage. Tu sais, un méta de film, quoi. Pas du tout d'un point de vue rêve, mais d'un point de vue cinéma, en fait, moi. Beaucoup plus. Non, alors en tout cas, moi, c'était l'impression que j'avais eue, et ça a été confirmé en regardant ensuite le réalisateur parler de son propre film, et il disait effectivement, il conçoit son film comme un rêve, ce qui explique ce côté complètement absurde qui fait pas de sens, mais en fait qui fait du sens à l'interne, un petit peu, parce que tu as les personnages qui se retrouvent, mais quand on sort, mais en fait, ça ne peut pas tenir. Ouais, non, il y a un moment où ça drift, ouais. C'est ça. Moi, en tout cas, c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que je retrouve ce que j'ai aimé de Dupieux dans Au Poste, à savoir une mise en scène quand même assez minimaliste à certains moments, avec un travail notamment sur la fixité de la caméra pour laisser un dialogue se développer et un jeu d'acteurs se développer entre les acteurs. Et les dialogues, je trouve, sont très
bien écrit, mais sans faire trop surfait et sans mener avec un certain brio. Tu veux dire quelque chose, Seb? Non, en fait, j'essaie de faire un commentaire, ça a foiré. Du coup, Mais 90% de tes commentaires sont foirés, donc si tu pouvais essayer de t'auto-censurer, ça serait pas mal. Ouais, ok, je vais... Mais On n'a pas, couper mon micro, s'il on te n'a plaît. pas branché son micro depuis le début, je sais pas pourquoi on se Attends, bat. on coupe mon micro. Ah, C'est qui en je fait? coupe J'ai ton pas micro, compris qui au revoir. c'était celui qui parle en face de Ciao, moi. ciao. Bien, bah du coup, je sais plus où j'en étais, merci. Je suis désolé. Mais en fait, ce que j'apprécie, voilà, pour faire simple, c'est que c'est une mise en scène assez fixe à certains moments, et pour autant, je ne m'ennuie à aucun moment. Et Dupieux le dit lui-même, on est dans une société, attention, j'espère que vous êtes bien assis. Première nouvelle. We live in a society. On a déjà atteint ce point. C'est le premier film. On est dans une société où justement on voit beaucoup d'images en mouvement constamment, c'est vrai. Et Dupieux, bon là il fait un peu réac pour le coup, mais il dit que tous ces réalisateurs qui font des mouvements de caméra qui ne sont pas justifiés, comme des travelling, quand des personnages ont des conversations ou voilà des choses comme ça, il trouve que c'est beaucoup de la poudre aux yeux. Alors on peut clairement ne pas être d'accord avec cette idée, mais du coup lui il va travailler l'inverse et vraiment une espèce de fixité de caméra avec justement cette capacité à développer un dialogue et nous forcer à écouter ce que les personnages disent, apprécier ce jeu d'acteur. Et bah voilà, moi j'aime bien justement le fait qu'il travaille ça, même si c'est clairement pas le seul à le faire. Ça, c'est Sur une échelle de 1 à Angèle, il est où en termes de réac? Parce que C'est dur les d'arriver gens à savent Angèle. plus écouter quand on fait des travelling. Ouais, mais ça, c'est un truc Sachant que ça Angèle relève est un- 10 sur 10 sur l'échelle de Sardou, je ne sais pas. Ah ouais, non, Ouais. ça relève un vrai questionnement parce que, genre, chez les réalisateurs qui font quelque chose, donc je suis tout à fait d'accord qu'ils travaillent sur la fixité, mais de toujours s'opposer à quelque chose d'autre au lieu de s'accepter comme travaillant à fond dans son truc, qui va travailler à fond dans la fixité. Non, il est obligé de dire que les mouvements de caméra, c'est de la poudre aux yeux. Moi, c'est un truc vraiment qui commence à me faire chier, à vraiment, dès que tu vas dans un concept, t'es obligé de balancer sur les autres, alors que tu peux juste devenir un expert de ton domaine et tout le monde sera content. C'est pas parce que tu regardes un Dupieux que tu vas arrêter de regarder un qui fait des gros mouvements de caméra. Oui, Ouais. c'est vrai. Là, c'est un peu Ouais. sorti de son contexte, mais je trouve le gars assez sympa. Je sais pas vous, l'image qui vous renvoie, mais... Ouais, il a l'air. Moi, il a l'air j'aime charmé. bien, ouais, clairement. Après, s'il veut se spécialiser dans le plan fixe, par exemple, qu'il y aille, quoi, chaud, tu vois. C'est juste un peu ces critiques, mais qu'on entend dans tous les côtés, hein, que Oui. ce soit chez nous, aux États-Unis, n'importe, de « Ah, mais maintenant, on sait plus faire ça, ou on fait que ça. » Et du coup, moi, j'ai voulu remettre ça sur le devant de la scène. Ouais, bon, mec, non. Enfin, Alors, je suis tout à fait d'accord. Non, c'est clair. Et alors, juste pour revenir à ce que tu disais, Mathieu, toi, t'avais peur tu constatais qu'il tombait dans une espèce de caricature de lui-même avec réalité. caricature, je sais pas, mais il arrivait à un point où moi, je peux plus le suivre. Et j'aurais eu peur que ça continue. Si je les avais vus dans l'ordre, c'est le moment où je me serais dit « Ah, je vais commencer à le perdre. » Puis en fait, avec Oposte, ça revient, c'est plus simple. Bah, tu sais quoi, moi j'ai l'impression que c'est en train d'arriver maintenant. J'ai l'impression qu'il est en train de tomber dans une auto-parodie de lui-même. J'ai vu la bande-annonce de Fumer fait tousser et j'ai vraiment l'impression, en le regardant, qu'il faisait exprès d'aller dans le trop loin de ce pourquoi il était connu. Je sais pas si t'as ressenti ça. Ah justement, moi l'inverse, je trouvais que Fume me fait tousser, on avait une vraie vibe inconnue, un peu quand ils font les Bioman, parce que c'est clairement inspiré de ça, mais je trouvais que c'était de la vraie comédie con, un peu 70s, qui moi me faisait beaucoup plus rire. Par contre, son dernier truc, Incroyable mais vrai, c'était très mauvais. Alors qu'il y a Chabat dedans. Alors qu'il y a Chabat dedans, oui, mais... Celui avant ça doit tous être des Mandibule, du coup. C'est des Mandibules juste avant, Ouais, ça, qui c'est est très vraiment bien. cool, ouais, Le c'est Dain, ça. c'est très très bien. C'est un du jardin super. Au poste, c'est très bien. Donc non, moi je pense juste que c'est Incroyable mais vrai où il s'est merdé et que Fume me fait tousser, je l'attends. Et son prochain film dont j'ai pas le titre là sous les yeux, il y a un cast de taré quoi. Ah Il y a ouais, Edouard Baird, Pio Marmaille, Chabat, je crois qu'il y a de nouveau Poulvord. Il y a un tonne de youtubeurs aussi. On a dit un cast, qui n'a aucun rapport avec YouTube. Ah, Mais, Tu vas regarder Astérix et Obélix, Mathieu? Sur les chaînes d'Angèle, on est sur un podcast de cinéma, Marjorie. Aucun Ok, rapport avec ça Astérix et marche. Obélix. Ouais. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Ouais, sur moi réalité? j'aimerais juste, surtout que j'ai envie de faire un lien un peu bancal pour montrer que je connais un peu le cinéma. Mais en fait, Parce qu'on en doutait jusqu'à maintenant. tu parlais de ce truc d'aller trop loin dans son propre concept avec ce film. Et moi je voulais mettre ça en lien. Je sais pas si vous l'avez vu l'année passée, French Dispatch d'Anderson. Wes Anderson, oui. Alors, du coup, oui. aucun de nous deux ne l'ont vu, mais on t'écoute. Bon, en gros, tout ce que j'avais à dire, c'est que là, pour le coup, je sens vraiment où Anderson, je l'ai beaucoup aimé dans certaines de ses productions, notamment comme 99% des gens, Grand Budapest Hotel. Et là où vraiment, je voyais où le gars se retournait dans son propre concept et où genre tu te poses vraiment la question, où est-ce que t'as le droit d'arrêter ta narration pour arriver vers un truc purement esthétique. Et là, je l'ai moins ressenti avec Dupieux, mais peut-être parce que je connais moins Dupieux et que je m'attendais à moins à quelque chose. Mais en tout cas, avec French Dispatch, j'avais vraiment cette impression de tour sur lui-même où
Et j'ai très peur pour les prochains Wes Anderson. J'ai peur qu'il aille tellement loin qu'au final, il nous montre une peinture pendant 2 heures et puis il fasse kiffer les gars. Moi, je rêve qu'il fasse un Marvel. Non, mais. Ah ouais. Ouais, ce serait coloré. Hein. Non, mais Dupieux, en fait, c'est pas qu'il arrive au bout de son concept, parce que finalement, il n'a pas de concept, Dupieux. Il n'y a pas un film qui se ressemble. Même Wrong et Wrong Bah, Clutch, l'absurde. Oui, mais justement, il n'y a pas un film qui a un sujet commun, tu vois. Mais c'est juste qu'il est arrivé à un point où je me suis presque dit, je le voyais presque à des moments se frotter les mains et dire ah, si je rajoute ce plan, ils vont être complètement fuckés. Et puis c'est un peu ce qui se passe, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit ah ouais, il rajoute ce personnage. Ok, Alors que donc moi, je le vraiment- vois totalement en maintien de ce qu'il Oui, veut faire, moi, et je suis totalement d'accord avec Seb. intelligent avec ce qu'il veut faire et sans Absolument. faire trop. Moi, je le vois justement super en maintien et c'est ça qui me Je pense que c'est fait inconscient. me détester de ne pas l'avoir aimé, tu vois. Je pense que c'est inconscient. Non, mais mais je moi, je l'ai pense beaucoup aimé sans le comprendre, tu vois. Mais je pense qu'il y a une vraie unité du film aussi parce qu'il a la main mise sur la photographie, que c'est lui qui gère vraiment tous ses cadres. Enfin, tu sens qu'il y a une espèce de cohérence et d'unité du film qui fait que ça tient debout malgré le fait que effectivement c'est très conceptuel. Et je me rends compte en disant ça que j'ai déjà proposé un film qui se part dans son propre concept, à savoir Vivarium. Alors, Ok. c'est pas la même chose, c'est il voulait avoir un concept et Vivarium, il a pas réussi. C'est vrai. Lui, il est parti directement en disant non, les gars, on s'en bat les couilles. Vivarium, ils ont fait on a essayé. D'ailleurs, on sent la différence, c'est qu'on a aimé Réalité. Hein. Ah Ouais, c'est vrai. Bah écoutez, merci pour vos avis. Et maintenant, on va passer au second film. Je regarde Seb en face de moi puisque c'est ton film, Seb. Il s'agit de Vanilla Sky. You're following me. I just felt bad at your party. When did you stop caring, David? Slow down, Julie. When you sleep with someone, your body makes a promise whether you do or not. Do you believe in God? David Ames, patron d'une maison d'édition, voit sa vie basculer quand il rencontre Sophia par le biais de son ami. Un amour va naître entre les deux personnages et va rendre foudrage Julie, une amie avec qui il entretient une relation sexuelle. Cette dernière va tenter de se suicider en entraînant David dans l'amour avec elle. La relation sexuelle, j'avais un résumé sous les yeux, on m'a dit juste avant qu'il était pas bien, j'ai paniqué, alors moi à la base j'avais écrit relation casual, Top. et du coup relation sexuelle je trouve que ça va très bien, mais si vous avez le film, c'est clair. Alors, Vanilla Sky, c'est quoi Vanilla Sky? C'est un film américain, réalisé en 2001, adapté du film Ouvre les yeux, réalisé par Amenábar en 1997, un film espagnol. Donc Vanilla Sky, ou Ciel couleur vanille dans sa version québécoise, est le 5e long métrage de Cameron Crowe. Le film il fait directement suite à 2 succès critiques du réalisateur, à savoir Jerry Maguire en 96 et Almost Famous en 2000. En fait, c'est vraiment un film qui va conclure un peu la période d'or du cinéma de Cameron Crowe parce qu'il va y avoir un vrai déclin en fait suite à Vanilla Sky, jusqu'à ce qu'il nous sorte en 2015 Aloha, le film avec Emma Stone, Bradley Cooper et la 3e ça va être Rachel. C'est une blanche, en tout cas. Rachel McAdams Rachel McAdams Ouais, c'est Rachel McAdams. Oui, alors Mathieu me fait un problème principal, c'est que Aloha se passe à Hawaï, comme son nom l'indique presque. Et il y a que des blancs, mais c'est choquant, hein, c'est vraiment affreux. Il y a que des blancs. Intéressant sur Crowe, c'est qu'il était journaliste pour le magazine Rolling Stone. Et donc le film Almost Famous, je pense que je suis le seul à l'avoir vu ici, mais le film Almost Famous qui traite d'un jeune qui se fait engager par Rolling Stone pour suivre un groupe de rock. En fait, c'est semi-autobiographique en fait, parce qu'il était vraiment rédacteur chez Rolling Stone. Vanilla Sky, c'est un film qui a reçu un avis critique mitigé, mais qui a très bien marché auprès du public. En fait, c'est l'exact inverse de Almost Famous, qui a pas très bien marché, mais qui a reçu un avis critique élogieux. On dit souvent que Russell Crowe, Cameron Crowe, il fait son entrée dans le monde du cinéma en scénarisant le film Fast Time at Richmond High, A True Story, inspiré de son propre roman quand même. Et un des premiers rôles au cinéma de Sean Penn. Mathieu, tu me suis là-dessus? Incroyable coupe blonde platine de Sean Penn. Oui, mais c'est un de ses premiers rôles au cinéma, on est d'accord. C'est le film qui le fait connaître. Si maintenant il y a le cliché du stoner américain qui fait Hey Dude, c'est Sean Penn dans ce film, c'est lui qui l'a démocratisé. Oui, exactement. Mais en fait, le premier pas de Cameron Crowe dans le cinéma, en fait, c'est dans le film The Other Side of the Wind, où il joue un fêtard non crédité, réalisé quand même par Orson Welles. Donc c'est franchement début dans le cinéma, pas dégueulasse. En revenant un peu sur le film, il a été nommé dans
moult festivals, notamment une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleure musique originale, parce que la musique elle est quand même composée par Paul McCartney. Et en fait, les autres nominations dans les autres cérémonies, ça tournait beaucoup plus autour des acteurs, parce que le gros truc du film, c'est d'avoir 3 acteurs qui sont à peu près dans le top de leur forme à ce moment-là. On a une Penelope Cruz qui joue le même rôle qu'elle jouait dans le film de Amenabar, à savoir Ouvre les yeux. Cameron Diaz qui est un peu dans une période bizarre, parce que à partir de Deux Masques, son premier rôle au cinéma, elle joue un peu, ça devient un peu un sex symbole américain, Diaz, pardon. Et elle va commencer à s'affirmer à partir de ce moment-là comme étant une vraie actrice. Et elle va jouer dans le Scorsese, c'est Gangs of New York, avec DiCaprio. Ouais, l'année suivante, sauf erreur. Donc elle commence vraiment à s'affirmer comme étant une vraie actrice et autre chose qu'un vrai sex symbole. Et Tom Cruise, qui, selon mon humble avis, est vraiment dans ses golden years, parce qu'il enchaîne Jerry Maguire, Magnolia de Paul Thomas Anderson et Vanilla Sky en 5 ans. Les 3 plus grosses prestations de sa carrière, à mon humble avis. Et en fait, pas que à mon humble avis, parce que même Tom Cruise dit que sa performance dans Vanilla Sky, c'est la meilleure qu'il a jamais faite. Vous voulez quelques petites anecdotes ou... Allez, des petites anecdotes, s'il te plaît, Seb. Anecdote. Arrêtez. Donc Spielberg, il fait un caméo dans le film. Et Cameron Crowe, en fait, il va lui faire un caméo dans Minority Report. Non, je t'ai pas volé l'anecdote, Mathieu, je l'ai trouvé sur Internet. Après que je t'ai dit le jour. Oui, je sais, mais bon, j'ai pas eu le temps de chercher. Donc, ouais, il y a une scène dans la fête au début, il fait un câlin à Spielberg. Voilà. Ils ont fermé Times Square. Donc, un truc de malade. Ils ont fermé Times Square un dimanche pour tourner la scène tout au début où il est dans son rêve et il est en train de courir. Mais ça va, il y a 3 pecnos à Times Square, faut pas déconner, hein. Alors, je n'arrive pas à savoir si c'est du second degré ou pas, Mathieu. C'est ultra facile à fermer comme quartier. Attends, un golden point si tu reconnais plus le second degré. Ouais, voilà. Et donc, c'était mes anecdotes. Et donc, je propose qu'on en discute. Marjorie ? Écoutez, je ne sais pas quoi penser de Vanilla Sky. Je n'arrive pas à avoir un avis super tranché parce que je l'ai trouvé étrange. Et ça, c'est dû au fait que c'est un film qui est hybride. Selon moi, j'ai l'impression en tout cas qu'il est constamment en train d'alterner entre 2 registres différents. À la fois, on a des passages clairement de comédie romantique, puis d'un coup, on tourne vers le thriller, film policier. Et c'est ce genre de film en balancier qui, personnellement, me met jamais à l'aise dans le visionnage. C'était la même chose pour Eternal Sunshine of a Spotless Mind ou encore Lovely Bones. C'est un film de Peter Jackson, réalisé en 2009. Ça n'a aucun sens que Peter Jackson ait fait ce truc-là. Mais avec Saoirse Ronan. J'ai dit juste son nom. Et Marky Mark. Et Marky Mark. Il y a Marky Mark. Ouais. Et ce sont tous ces films-là qui sont super étranges, parce que t'as l'impression qu'il y a 2 films enchâssés en un seul, et je sais pas pourquoi, même si pour le coup dans Vanilla Sky, t'en parleras après, peut-être dans une partie spoiler, mais il se trouve que c'est justifié narrativement de pourquoi est-ce qu'on est dans une espèce d'alternance comme ça. Je trouve qu'il y a trop de moments de transition super abrupts. Typiquement, on va avoir une scène un petit peu où Tom Cruise est soit en surconfiance, où il est dans ses bureaux, puis la scène d'après, et je comprends pas l'enchaînement entre les deux, on est dans un interrogatoire de police avec lui qui semble avoir commis un crime et on sait pas trop, et il y a une espèce de transition comme ça qui rend, je trouve, le suivi du film super compliqué. Au début, je ne comprends rien ce qui se passe. C'est peut-être aussi dû au fait que j'avais un film qui n'avait pas de sous-titres, donc peut-être je mets aussi ça là. Il y avait que mon niveau d'anglais pour que je comprenne le film, donc il y a aussi ça qui a joué et je veux tout à fait le comprendre. Néanmoins, il y a quand même plein de points positifs aussi à ce film-là. Tu l'as dit, la performance de Tom Cruise qui est excellente, qui est super convaincante. Il est gigantesque. Il est incroyable et il porte vraiment le film et il permet vraiment il y a une facilité pour s'identifier à cet acteur. Je trouve que dès qu'il apparaît à l'écran, je sais pas, une espèce d'empathie avec lui qui fait que tu le suis, même si moi je comprenais rien au film, j'étais tant pis, je vise Tom Cruise, je suis Tom Cruise, quoi qu'il en soit, j'irai. Heureusement que tu l'as pas croisé dans ces années où il était scientologue, parce que ce serait très mal fini. Là, on n'est pas un peu dans les débuts en plus. Ouais, je pense que ça arrive à cette période. Enfin, je suis pas du tout un expert de sa vie, mais je pense qu'on arrive. Les débuts, c'est genre de tonnerre, genre en 86, donc non, il est scientologue depuis méga longtemps. Mais il y a un gros revirement où il est à fond, c'est à I Watch Shot, vraiment. Ah donc ouais, c'est 99. Ça aussi, immense performance aussi de Tom Cruise. Je sais pas si tu l'as dit. Ouais, mais j'aime beaucoup moins ce film. Bon. Donc je vais pas moi le dire. Il y a beaucoup de scènes aussi qui sont très fortes visuellement, je trouve, dans Vanilla Sky. Il y a vraiment un très très beau travail visuel. Il y a des scènes dans une boîte de nuit, par exemple, où il va porter un masque, un faux masque, qui met derrière sa tête. Et donc il y a tout un espèce des plans qui vont venir substituer son visage au masque quand la caméra tourne autour de lui. Et c'est
c'est assez effrayant dans cette boîte où il y a la musique électro, tout ça. Il y a une ambiance très particulière qui se dégage de ce film. Je vous dis, vraiment, j'ai trouvé ce film étrange. Je ne sais pas encore si j'ai aimé ou pas. Il y a plein d'autres scènes comme ça aussi qui sont très, très fortes. Tu parlais tout à l'heure du tout début où il est en errance dans Times Square, qui est complètement vide. Ça aussi, je trouve que c'est une scène qui est assez à couper le souffle et qui, selon moi, est presque trop courte et qui revient pas dans le film, alors que c'est un ressort assez intéressant, même scénaristiquement, qui aurait pu être réutilisé. Mais voilà, c'est une belle façon d'inaugurer le film, mais malheureusement, ça revient jamais. Et le réalisateur a parlé de son film en disant que pour lui, c'était une forme d'itinéraire passionnel. Et c'est exactement ça, c'est un voyage à travers différentes couches de réalité. On y revient. Ah mon Dieu. Ah là 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 là, mais on a des films qui se ressemblent. Écoute, peut-être un peu. Il est un peu méta. Tu en parleras mieux que moi, je pense. 30 minutes de podcast, on a fait un tour sur nous-mêmes, bravo. Mais j'ai même pas trop envie d'en parler plus que ça parce que je vais vite virer dans le spoiler, donc je préfère peut-être passer la parole à Mathieu. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé Vanilla Sky. J'ai fait un vrai travail de fond cette fois-ci, un peu comme toi, tu as vu Presque Célèbre. Oui. Moi, j'ai vu Ouvre les yeux. Et ça a été le mojo pendant le film, c'était de les garder ouverts. Mais non, en vrai, j'ai vu l'original parce que j'avais pas vu d'Amenábar espagnol, on va dire. Je l'avais vu maintenant qu'il est parti à Hollywood. C'est pas très bien depuis qu'il est parti à Hollywood. Mais c'est un grand réalisateur espagnol. C'est le deuxième plus connu avec Almodóvar, si vous voulez voir un peu l'échelon, puisqu'ils sont que deux à être connus. Il se trouve que Ouvre les yeux, en fait, a tout ce qui te dérange toi déjà de base, en moins expressif peut-être que Vanilla Sky. C'est-à-dire qu'il y a déjà ce double côté comédie romantique, thriller. Il y a déjà la scène dans la boîte de nuit avec le masque qui vient derrière, qui est une très belle scène au niveau de l'idée, mais qui est mieux exploitée dans Vanilla Sky. En fait, c'est triste parce que je vais me faire caillasser, mais en fait, Vanilla Sky, c'est Ouvre les yeux en mieux sur tous les points. Parce que Ouvre les yeux, la photo, elle est extrêmement terne, au point qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe dans les scènes. Les transitions que tu trouvais étranges marchent parce que, étant donné qu'il y a une espèce de flou général sur tout, tu comprends pas très bien les transitions, puis en même temps, tu te poses pas trop la question, tu te dis, bon, ok, on va voir où ça mène. Le jeu est moins génial, sauf peut-être Penelope Cruz, parce qu'elle est dans sa propre langue, donc quand elle passe en anglais, forcément, elle y perd un petit peu. Mais j'ai pas trouvé ça dingue. L'acteur est moins charismatique, et la réal, en général, est moins folle. Le seul avantage qu'a Ouvre les yeux, c'est qu'il a créé le concept de Ouvre les yeux, en fait, que Amenábar a créé parce qu'il a fait un rêve une fois, qu'il avait la crève, en fait, il a fait un rêve complètement psyché, puis il a pensé à ce film-là, qui est une très bonne idée au départ. Sauf que Crowe est revenu pour faire le film, que Amenábar a adoré d'ailleurs, et Crowe en fait un meilleur film en fait, simplement. Il l'a tué. J'ai pas vu, mais je sais qu'il l'a tué. Ça rentre dans la catégorie des films qui font changer un peu d'avis tous les mecs qui ont vu 2 films dans leur vie, puis qui font qu'il n'y a que des mauvais remakes. Non, il y a de très bons remakes. Ça, c'est un très très bon remake, typiquement. Et Scarface, c'est un bon remake aussi. Scarface, il a effacé l'autre Scarface, quoi. Voilà. Et le changement de titre est d'ailleurs super intelligent. Vanilla Sky par rapport à Monet. Par rapport à l'iconographie, on en parlera après, je pense. Superbe, ouais. Heureusement que ça s'appelle Vanilla Sky et plus Ouvre les yeux. Ou bien, Ouvre les yeux, c'est quand même la phrase Bon. qui ouvre Vanilla Sky aussi. Hein. Non, mais d'accord, mais le fait que ce soit pas le titre, je trouve ça bien mieux. Mais Ouais, je vois l'idée. Mais il y a quelque chose de plus poétique aussi dans Vanilla Sky. En fait, moi, j'ai plus noté un petit peu des différences et des points que j'ai repérés dans le film que fait une vraie critique vraiment argumentée, parce que je trouve que c'est un très bon film sur plein de points et que Seb l'a déjà très bien dit. Je trouve aussi que c'est une des meilleures performances de Tom Cruise. Tom Cruise trouve que c'est une des meilleures performances de Tom Cruise. Oui. Et selon moi, c'est la meilleure où il est dans un rôle principal, et la meilleure où il est dans un rôle secondaire, ça reste Magnolia. Mais là-dedans, il est assez fou, franchement. Penelope Cruz est très bien aussi. Cameron Diaz est très bien. Je le dis avec un point d'interrogation parce que. Ah non, moi je suis d'accord. Et c'est la première fois que je la vois aussi flippante. Elle me fait flipper cette nana, en fait. Dans la voiture là. Juste avant Ouais, l'accident, moi je l'ai vu dans des comédies, quoi, tu vois. Donc. Elle exploite t'as pas des vu Gangs of émotions. New York ? Il y a trop longtemps. Je me rappelle Mais plus. non, elle a, je pense qu'elle a une qualité un peu dramatique. Ça aurait pu devenir une bonne actrice, mais je crois qu'elle en avait juste. Ouais, elle a pris le mauvais virage à un moment donné, quoi. Mais elle aurait pu, effectivement. Elle a fait Bad Teacher et puis après elle a pris sa retraite, quoi. Genre, Ouais, c'est ça. À 26 ans. Ouais, elle a pris super jeune. Je sais pas quel âge elle avait, mais c'était après Sextape, un truc comme ça, je sais plus. Bad Teacher, ça va être 2013, donc ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Ouais, mais Sextape, je pense que c'était 2015, je sais pas. Ouais. La scène dans Times Square, au début, on en a parlé, ils ont vidé. Tu savais qu'il y avait un grand panneau Bush contre Gore dans le fond et qu'ils l'ont enlevé parce que Cameron Crowe voulait pas que ce soit un film politique. Ok. Et C'est
plutôt politique l'action de l'enlever que de C'est juste clair. filmer comme ça. C'est mais- clair. Et la scène, je sais pas si vous avez regardé, mais enfin moi c'est le premier truc qui m'a choqué dans cette scène et je me suis repassé le morceau pour être sûr. Quand il est vide dans Times Square, il débarque en Ferrari, il fait la même scène, il est en Mustang. Ils ont changé la bagnole entre la scène de Times Square vide et la scène de Times Square. Ah ouais, Euh, j'avais lu ça en plus. ouais. plein. Que je trouve assez cool. Il y a la même scène dans Ouvre les yeux d'ailleurs, sauf que comme il débarque dans Madrid, puis que personne n'a une géospatialisation de ce que c'est Madrid, bah tu fais ah c'est dimanche, t'en as rien à foutre. Donc bon, ça marche beaucoup moins bien, mais ça c'est le problème de l'américanocentrisme, mais ça marche beaucoup moins dans la version originale du coup. Ah, t'as dit les termes là. Quoi, centrisme? Oui. Et puis il y a pas mal de choses qui sont pragmatiques aussi. Il y a l'accident avec le bus qui est évité rapidement. Il y a pas mal de phrases qui sont un peu sous-entendues tout le long du film, qui le rendent en fait un peu plus malaisant, ce qui t'a peut-être toi dérangé. Qu'il n'y a pas vraiment d'ouvre les yeux où c'est moins flagrant. Là il y a un petit côté, moi c'est ce qui m'a dérangé les 20 premières minutes, un petit côté. Il y a un twist. Hein. Oui, il y a un twist. Et oui, on va vous le faire le twist. Vous inquiétez pas, mais on va le faire. Hein. Ouais, mais on le prépare. Hein, mais on va le faire. Donc il y avait un peu ce truc un peu trop appuyé. Donc en fait, il est beaucoup moins subtil, mais il est plus clair. Si tu me diras, c'est logique. Mais parce que Ouvre les yeux, il est vraiment pas clair pour le coup. C'est-à-dire que moi, j'ai dû voir Vanilla Sky, m'assurer que c'était une copie plan à plan et du scénario pour être sûr d'avoir compris Ouvre les yeux. Donc on en parlera en partie spoiler, mais effectivement, le côté plus clair, moi, m'a pas dérangé à ce niveau-là. Après, il y a 2-3 petits trucs que j'ai trouvé étranges. Il y a une spatialisation bizarre dans une scène à la fête où il se cache derrière une porte, puis comme Penelope Cruz hésite à rentrer, tu sais, puis lui il la regarde par l'œil de bœuf. Ah, c'est Ouais, bah t'es sûr que t'es du côté de la porte, puis en fait non, t'es en face. Tu dis mais mec, t'as mis la caméra là un peu, tu vois, t'avais Si Spielberg tu dans vas la chercher scène. ce genre de détails, c'est que t'as bien aimé le film, je pense. Oui, j'ai bien aimé ce film. Et c'est l'appartement de John Lennon qu'ils ont pris pour l'appartement de Tom Cruise. Sympa. Ah, mais j'avais vu que c'était Bah ouais, bah je fais ton taf, écoute. Ah, mais c'était plus l'appartement de John. C'était Bah dans non, un il est mort, hôtel. connard. Non, c'était l'hôtel dans lequel il allait à New York. Ouais. Et qu'est-ce que Comment il est organisé dans ses notes, c'est fou. T'as vu ça? Il T'as sait vu ça exactement où il en est. Bah ouais, je suis obligé de couper ce que vous avez déjà dit, du coup c'est embêtant. Moi, ça m'a pas gêné que ce soit fait comme une rom-com au début. Mais moi, c'est pas tellement ça qui me dérange, c'est le fait que constamment, on fait des allers-retours, même dans la musique, tu l'entends. Mais c'est chargé en musique, c'est impressionnant. Et Ouais. c'est toujours un Ça fait registre un peu différent. playlist, ouais. Moi, c'est plus ce côté alternance qui me dérange. C'est pas « Ah, vous pensez que c'est une comédie romantique ?» et en fait, non, c'est un thriller. S'il y avait un basculement et qu'après, c'est en définitive, moi, ça me va, ce genre de changement. C'est juste, je sais pas pourquoi j'ai un problème avec ça. C'est pas que c'est forcément un défaut. C'est juste, c'est pour ces raisons-là que j'ai pas aimé, par exemple, Lovely Bones, qui est 2 films en un seul. Et qu'il est chiant aussi, Lovely Bones. Hein. Ça joue aussi, Il est ouais, ça joue. mortellement chiant aussi, hein, ça joue. Hein. Je l'ai pas vu. Mais tu vois, pour la scène avec la prison qui s'alterne, machin et tout, tu disais l'alternance est bizarre. Réfléchis-y sans le dire parce qu'on va pas spoiler. Réfléchis à si on avait mis ça dans un ordre différent, comme ce film serait pas digeste. C'est le cas du film espagnol. Non. Ah, ok. Non, alors. Super conceptuel. Est-ce que tu nous demandes J'ai de pas le tout faire compris. Attends. Bah, on en reparlera en partie spoil. Non, alors, le film espagnol, c'est Vanilla Sky, vraiment. Vanilla Sky fait 20 minutes de plus, qui sont grosso modo balancées à gauche, à droite, avec Tom Cruise qui fait un peu plus qui cabotine un peu plus. Il y a l'histoire où il est éditeur, il a hérité de ça de son père. Dans l'original, c'est juste un playboy. On n'explique pas ce qu'il a fait. Voilà, avec les 7 nains. Donc ça fait 15 minutes de plus, mais en soi, c'est quasiment du plan à plan. Il y a plein de choses qui sont pareilles. Il y a juste pas le Vanilla Sky. Ok. Bon, du coup, je pense que je vais, si vous êtes d'accord, je vais gentiment passer sur ma petite critique. Vous avez dit plein de choses. Donc, en fait, le truc que t'aimes pas, Marjorie, donc cette alternance, moi, c'est le truc qui me fait que je me suis repris une grosse gifle. En fait, il y a cette capacité à switcher entre justement rom-com, drame, des séquences oniriques. Et cette capacité se voit aussi en fait dans la capacité du film à switcher presque je dirais de support. Il y a des changements dans l'image. On voit souvent des télés, on voit souvent, je sais pas, le film est hétérogène de base. Et je trouve ça passionnant déjà parce que la romance cheesy qu'on voit entre Sofia et puis donc Sofia c'est Penelope Cruz dans l'histoire et Tom Cruise.
Je peux pas dire Cruise, sinon on comprend plus. C'est le couple Cruise. Et puis d'ailleurs, il y a Cameron Crowe, vraiment. Cameron Diaz. Rien ne va là-dessus. Mais non, ça donne un peu la romance est grandi par le côté drame et le côté drame est remis est grandi par la romance. Et cette alternance un peu super arbitraire entre les deux, pour moi, ça fait grandir les deux côtés du film. Et je pense que le film, il a peu d'intérêt, vraiment, si on enlève justement cette alternance, ce choc entre ces différents genres. Donc, vous ai dit absolument tout ce que j'avais à dire. Donc, t'avais pas grand-chose à dire, J'avais en pas grand-chose à définitive. dire. Non, j'ai T'es encore un sûr que truc à t'as dire. aimé? Le scénario, il est super écrit. Ça fait sens. Est-ce quand qu'il est tu le sais à super la fin. bien écrit? Il est super bien écrit parce D'accord. que dedans, il y a des phrases qui sont magnifiques. Et moi, je pense à la phrase que dit Penelope Cruz dès qu'elle dit « The saddest girl to ever hold a martini », un truc comme ça. C'était ma phrase statut WhatsApp pendant 3 ans. Je me rappelle maintenant. J'ai mis mais ça. Tu peux traduire, s'il te T'avais un plaît? compte Pinterest aussi, hein. Faut pas toujours prendre pour argent comptant ce que tu dis. C'est Alors- fini Tumblr, Seb, s'il te plaît. Non, mais même, il y a un enchaînement de super phrases. Par exemple, dès qu'elle lui dit « Je te dirai dans une autre vie, dès qu'on aura... » je sais plus, dans une autre Parce vie qu'on est des short, chats et ça, qu'on c'est a vrai, cette là. vie. J'ai même pas compris. Il m'a regardé. Oh, t'as pas les rêves de il m'a regardé Bruel. avec une tête bizarre. J'ai même pas compris. Non, il Non. lui a dit on se donnera un rendez-vous dans 10 ans. C'est ça dans qu'elle lui a 10 dit. ans, ouais. Même place, je sais plus comment ça va. Même port. Ah, ok. Mais alors d'ailleurs, cette phrase avec les Vicha, j'arrive plus à la ressortir, c'est Penelope Cruz qui l'a dit à Cameron Crowe et qu'ils étaient en train de s'embrouiller pendant le tournage et il l'a pris tel quel. Et genre, je trouve que ce film, il a vraiment un nombre de phrases qui sont splendides. Et en fait, dès que tu t'intéresses, tu vois que le scénario il est super écrit, mais avant ça paraît comme quelque chose qui coule. Non, le film est superbe. Et Cameron Crowe, dans ces années-là, était superbe aussi parce que si vous n'avez pas vu Jerry Maguire, alors Jerry Maguire, peut-être que Cuba Gooding Jr., il n'aurait pas dû gagner l'Oscar. On s'en fout, c'est quand même un très bon film. Et la scène de fin avec You Had Me at Hello, je sais plus comment c'est. Non, j'avais vraiment un moment où Ce qui j'aimais est fou, vraiment c'est que je trop ne comprends rien de ce que tu dis. Ah, moi, je Là, comprends j'ai tout, mais c'est quand même fou. zéro ref. Non, mais Alors- Jerry Maguire, c'est superbe. Et Almost Famous, c'était aussi superbe. Et on revoit un peu ce travail de Crowe sur... J'ai pas vu Jerry Maguire récemment, donc j'ai pas pu me poser la question, mais il y a de nouveau dans Almost Famous un espèce de travail sur le support, sur le médium, pourrais-je dire. Que des mots intelligents et peut-être un autre mot qui me vient maintenant à l'esprit. Est-ce que Seb est trop écrit, lui aussi? Alors, pardonnez-moi le néologisme, mais je trouve ce film Oh My Godesque. Ça va vraiment Je pense pas. que tout le monde est d'accord sur ce blanc, que ça, on le cut. Les adjectifs, c'est comme t'as dit avant, gigantissime. Faut vraiment t'arrêter avec inventer des mots. Arrête. Et salut, c'est Léo du futur. Alors, petite interruption, parce que vous vous imaginez bien qu'après ce beat intersidéral, Seb s'est fait lyncher verbalement la gueule pendant 20 minutes. Alors, c'est à moi que revient la responsabilité de faire la transition pour annoncer la partie spoiler de ce deuxième film. Partie spoiler, donc, qui se finira à 54 minutes et 16 secondes. Donc, comme pour le premier épisode, si vous préférez ne pas vous faire spoil, vous pouvez directement, du coup, aller voir à cet endroit-là. Si vous en avez rien à foutre, vous pouvez très bien rester avec nous. Ok, donc on est dans une partie spoiler. Donc le film est un film à plot twist. Effectivement, à la fin, on se rend compte que David Ames, du coup joué par Tom Cruise, paye depuis le début, paye une entreprise depuis le début pour vivre en fait dans un rêve lucide parce qu'il est mort au moment, enfin il est pas mort au moment de l'accident de voiture, il s'est fait défigurer, il a plus envie de vivre, il a mal, donc il paye une entreprise et il vient dans un rêve lucide et on le voit à la fin. Et donc cette fin, elle remet en question tout le récit parce que depuis le moment où il s'est évanoui devant l'appartement de Penelope Cruz en rentrant bourré de boîte, eh ben c'est que du rêve. Et du coup, cette fin plutôt, elle est pas prévisible, mais elle est pas non plus. C'est pas non plus un plot twist de malade mental, on s'y attend, on a déjà vu des choses un peu dans le genre. Parce que moi, en tout cas, moi j'ai trouvé que ça marchait, même si ça m'a pas révolutionné le truc, j'ai trouvé que ça expliquait justement ces scénarios super écrits, en fait. Et genre le caractère beaucoup trop bonne patte de Penelope Cruz, beaucoup trop romancé, tout ça. Et pour moi, ça marchait super bien. Et puis, la dernière scène où il saute de ce building, et puis justement, on a ce Vanyaska derrière. Donc, le Vanyaska, c'est inspiré de Monet. Et je voulais chercher le nom du tableau et j'ai oublié, mais je crois que c'est Argenteuil. Une scène sur Argenteuil, un truc comme ça. Le tableau de Monet. Donc, un espèce de coucher de soleil un peu. Coucher de soleil, mais un
orangé comme ça, un superbe tableau, quoi. Ouais, c'est vrai que comme tu disais, c'est pas non plus surprenant. On le voit un peu venir quand même tout le long du film. Donc c'est un semi-plot twist. Mais du coup, ça explique cette alternance-là, comme tu dis, en fait, ce qui personnellement m'a laissé de marbre un petit peu, qui a fait que j'ai une impression d'étrangeté pendant tout le film. Mais ça se justifie par justement, de nouveau, cette explication que, en fait, depuis le début, c'est un rêve. Et c'est exactement la même chose que réalité. Sauf que je trouve que Vanilla Sky dépeint un rêve d'une manière un peu plus cinématographique, en utilisant des caractéristiques, genre des effets visuels typique des rêves au cinéma, mais pas des rêves que nous on fait. Là où j'ai aimé réalité, c'est que du coup, il était incorporé par la logique d'un rêve qu'on peut potentiellement faire. Mais voilà, c'est un avis comme ça, je comprendrais que vous ne le partagiez pas. Me tapez pas, s'il vous plaît, arrêtez de me regarder comme ça. Mais c'est comment on fait un rêve, tu vois, c'est ça, c'est toujours le principe même de la subjectivité au cinéma. Je connais bien, je suis en train de préparer un travail là-dessus. Hein. Oui, Mais, c'est vrai. Non, c'est toujours un peu l'enjeu même de comment on représente une subjectivité. Et j'ai peur de dire une folie, et Léo, tu vas me couper au montage si je dis une folie, mais sauf erreur, Monet, c'est un impressionniste. Oui. Oui, c'est juste. Et du coup, c'était déjà cet enjeu pictural de représenter une subjectivité qui ressemble pas du tout à ce qu'on voit, mais c'est comme le poète le ressent. Et du coup, genre, comment tu pourrais quantifier comment nous on ressent un rêve et pas ton voisin? C'est vrai, tu as raison. Parce que moi, je rêve pas comme dans réalité, hein, c'était chelou quand même. Moi, si, je vois des personnages, je te vois toi, je vois Mathieu, après, ça se croise et... D'ailleurs, Mathieu, qu'on a rien à branler, qui est en train de se gratter les ongles depuis 10 minutes. Non, mais moi, je fais genre que je le vois pas, on est vraiment en discussion, Seb et moi. Et là, sur ma gauche, de nouveau, Mathieu qui... Mathieu, qu'est-ce que tu as à dire sur cette partie spoiler? Vas-y, je te lance dans le show, je m'en fous. Je vais revenir juste sur un petit point sur Ouvre les yeux pour vous expliquer en quoi le film est moins clair que Vanilla Sky et du coup ça le dessert, parce que généralement les films qui sont plus clairs on a tendance à dire que c'est du nivellement par le bas, mais là non. Cette scène où on se rend compte que Tom Cruise en fait s'est suicidé pour rentrer en son rêve lucide, où il bouffe des cachetons et il en meurt. Dans Vanilla Sky, elle est à la fin. Elle est quand le gars lui explique, rappelez-vous, vous l'avez oublié mais vous avez bouffé des cachetons, machin, etc. Dans Ouvre les yeux, elle est en plein milieu. C'est-à-dire qu'il rentre de la boîte de nuit et il bouffe des cachetons. Mais pas là. Juste, il y a des cuts, il revient de nouveau à l'interrogatoire, c'est bizarre, on comprend pas. Il revoit Penelope Cruz, il y a différents trucs. Et à un moment donné, il bouffe des cachetons et on le voit gerber. Donc on se dit juste, il a fait une tentative de suicide. Et ça n'a pas plus d'impact que ça. Et à la fin, tu comprends qu'en fait, il est vraiment mort, et c'est flou complet. Alors que là, c'est clair, c'est net. C'est peut-être trop clair pour certains, mais au moins c'est net. Il s'est passé ça, voilà. Pourtant, Cameron Crowe a 5 explications de fin différentes. Que je vais vous lister maintenant, puisque j'entends des tonnerres d'applaudissements de la part de Léo. Alors, soit c'est la fin qui est annoncée, donc c'est un rêve lucide, il y a 150 ans qui ont passé. Le Vanilla Sky, après la boîte de nuit, serait une preuve que depuis là, il rêve. Soit le film entier est un rêve lucide, puisqu'au début, Times Square est vide et qu'un autocollant sur la voiture de Cruise annonce le 30 février 2001. Il n'y a pas de 30 février, Seb. C'est fin, ça. Soit les événements après le crash sont un rêve de coma de Tom Cruise, en entier. Soit tout le film est l'histoire du roman de Brian, son pote, que personne n'a compté dans ce film. Qui a trop le seum. C'est le seum en personne. Le mec ramène Penelope Cruz, Tom Cruise lui dit t'inquiète, et 2 secondes après il la chope. Alors que je crois qu'en plus ils expliquent un peu que Brian, le gars, il crush un peu sur Cameron complètement, Diaz. c'est son date à la soirée. Il y a rien qui se passe bien. C'est son date à la soirée. Non, Penelope Cruz, mais je crois qu'ils disent aussi qu'il crush un peu sur Cameron Diaz. Non, il y a rien qui se passe bien pour ce gars. C'est fou. Hein. Et dernière option, le film après le crash en voiture est une hallucination de drogue après son opération. Toutes ces fins sont nulles, on est bien d'accord. Ouais, éclaté. Hein. Mais si Cameron Crowe estime bien d'en communiquer 5 au lieu de 1, c'est qu'il y a peut-être des trucs à creuser quand même. Alors moi je veux savoir quand sont sorties cette liste de 5, parce que si c'est après Aloha, je veux pas en entendre parler. Non, c'est au moment de la sortie du film, je pense. Ah ok, non alors... Okay. Et pour la question des dialogues trop écrits, pour moi je l'ai surtout ressenti dans la première partie, et c'est la partie rom-com, donc en fait ça me choque pas trop, et ça fait très Jerry Maguire pour le coup, tu vois. Et ça me choque moins. Dans la deuxième partie, c'est beaucoup moins écrit, c'est plus naturel, ça va, côté thriller il passe bien. 2-3 petits trucs rapidement. Penelope Cruz, ils l'ont fait passer de mime à danseuse.
dans Vanilla Sky. Oh, ça aurait été nul, mime. Alors, mais c'est le mime cliché, c'est en blanc et tout ça. Et je pense qu'en fait, dans l'esprit des Américains, les mimes, c'est que à Paris. Et c'est pour ça dans qu'ils une l'ont pas partie mis. spoiler pour parler de ça. Si je me pose la question. Bah parce que vous avez foutu une partie spoiler au milieu et puis que du coup il me reste ça à vous dire. Et sinon les 7 nains du film sont composés de 6 hommes et une femme, exactement comme les médecins. Et donc il y a peut-être déjà un bad à ce moment-là. Et dans les 2 cas, il contrôle sa vie. Beau ça. Ok. Ça, Voilà. c'était un spoil, pour le coup. Ça On ferme cette partie spoiler. On ferme cette partie spoiler. Oui. Et donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ce film, Seb? Pourquoi tu l'as choisi? Tu nous as dit pourquoi tu En l'as fait, choisi? j'ai oublié de le dire. Alors, dis-nous. Mais c'est super con parce que c'est juste que je l'ai vu il y a un petit moment et je me rappelais absolument pas de la fin. Et je me rappelle qu'il m'avait laissé un bon souvenir, mais pas un bon souvenir comme Spectacular Now qui m'avait marqué. Du coup, je voulais juste voir et que c'était un film intéressant à proposer. Je crois que c'était un film que pas tout le monde connaît. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Bah écoute, merci de nous l'avoir proposé. Et c'est vrai que Mathieu, tu as un peu plus apprécié que moi, mais globalement, c'est un très très bon moment, un très bon visionnage. Donc tu es assez cinéphile, t'inquiète pas. Je sentais que tu étais un petit peu J'avais peur. plus très sûr, mais je te rassure. J'avais peur. Et maintenant, il est temps de passer au 3e et dernier film de ce podcast, le film que Mathieu nous propose. Et je crois qu'on a du pain sur la planche, Seb, Ah putain. puisqu'on va parler de Cool World. Welcome to my world. You're not in Kansas anymore! Freeze. Cool World Police. I'm a cartoonist. I drew all this. This place exists with or without you. En 1992, Jack Gibbs, un dessinateur de comics underground, sort de prison après avoir purgé sa peine pour meurtre. Pour passer le temps, Jack a créé une série de comics baptisée Cool World en trouvant son inspiration dans ce qu'il pense être ses rêves sans savoir que ce monde existe réellement. L'une des figures récurrentes est Hollywood, une superbe femme qui transporte Jack dans son monde pour le séduire. Son objectif est de coucher avec lui car si un dessin fricote avec un humain, le dessin devient réel. Mais Frank, un humain lui aussi piégé dans Cool World, veille à ce que cela n'arrive jamais car les conséquences pourraient être désastreuses pour les 2 univers. Ça s'annonce bien, putain. Alors, j'ai est-ce que hâte. vous avez senti à la lecture de ce résumé, qui n'est pas de moi, que déjà c'est bancal? Donc, Cool World est un film de Ralph Bakshi, sorti en 1992. Donc Ralph Bakshi, c'est un réalisateur américain qui est né dans l'actuel Israël en 1938 et qui est un réalisateur d'animation. Il a fait que de l'animation. Il a commencé avec Fritz le chat, Fritz the Cat, et il a fait l'animation du Seigneur des Anneaux. Donc il y a un Seigneur des Anneaux qui existe bien plus vieux que celui que tout le monde connaît en animation. Il commence sa carrière dans différents studios, Terrytoon, où il est polisseur de cellulo. Donc ça va vous rappeler des bons souvenirs d'histoire du cinéma, ça. Émile Cole, on t'aime. C'est-à-dire que si... Bravo. C'est-à-dire que si vous avez été à l'école avant Seb, donc avant il y a 2 ans, vous avez connu les rétroprojecteurs et il y avait des feuilles transparentes, ça ressemble un peu à ça, les cellulos. En fait, c'est une espèce de calque transparent et on redessine à la couleur par-dessus un dessin qui a été fait dessous. Et donc lui, il polissait ça, donc je comprends pas comment il fait 8 heures par jour de ça, mais bon, c'était son Il job. aplatine une feuille de papier, donc c'est ça. C'est ça, exactement. Et il finit par devenir réalisateur des programmes télévisés d'animation. Pour ce studio, donc Terrytoons. Il va ensuite intégrer Famous Studio, qui est un petit peu plus connu en 67, et en 69, il fait son propre studio qui s'appelle Ralph Spot. Et là, c'est le début de la fin, puisqu'il fait ses propres films. C'est bizarre que ce soit en 69 que ce pervers il fasse un studio quand même. Alors, il sort du coup son premier film en 72, Fritz the Cat, qui est le premier film d'animation classé X de l'histoire du monde. Je dis pas de la merde, toujours Marjorie, ok. C'est une super anecdote, moi, je trouve. Bref, du coup, mais le film marche un peu quand même. Il dirigera plusieurs films d'animation, principalement de l'heroic fantasy, et c'est là où il va être le plus connu. Les sorciers de la guerre, que vous connaissez pas, mais Wizard, le titre original, est un peu plus connu. Le Seigneur des Anneaux, évidemment, et Tigra, la glace et le feu. Fire and Ice. Non, personne connaît ce mec, on est bien d'accord, hein? Non. Ok. Donc, après, il fait des séries télé qui marchent pas. Il en a fait une qui s'appelle Le Retour de Super Souris. Franchement, allez voir les images, c'est Mickey avec une cape et le mec a inventé un truc, quoi. C'est génial. Mais ça a fait 2 ans, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il y a eu des pressions d'un groupe de spectateurs évangéliques, parce qu'il y avait des allusions à la drogue. Donc, on est déjà voilà. Ah, il faut chier ceux-là. Hein. Et il revient en 92 avec Cool World, ou Le Monde de Cool au Québec. Ça n'a pas de sens. Et donc, J'aurais vraiment voulu que ce soit Cool Monde. Oh, moi c'est l'accent que j'aime beaucoup. Et donc, Cool World qui est sorti en 92, donc c'est toujours son dernier film, étonnamment. Il l'a pas fait depuis. Ah, mais je comprends. Oui, Ah, mais mais nous c'est aussi. Mais évidemment. il n'a pas fait d'autres films. Il est encore en vie. Hein.
Mais il est mort dans le cinéma. Bon. C'est clair, c'est clair. En fait, lui, son idée de base, qui a drivé un peu toute sa carrière, c'est de se dire que l'animation connaît une crise dans les années 60-70 à peu près, et que lui se dit, je vais renouveler un peu ça en faisant de l'animation pour adultes, ce qui n'existe pas à l'époque, en fait. Et c'est en ça que je trouvais intéressant d'en voir au moins un, de me dire, moi, de l'animation, j'en ai pas vu des masses. Maintenant, c'est principalement la japonaise qui prend le pas, et puis Disney, bien évidemment. Et du coup, de l'animation pour adultes, je trouvais ça intéressant. Je trouvais intéressant aussi d'avoir Brad Pitt dans un rôle pas du tout connu. Ça me faisait un peu rire. Et j'avais vu Roger Rabbit un peu avant, et je m'étais dit pourquoi Roger Rabbit, qui est de 88, continue à être extrêmement actuel. Enfin, quand on continue à en parler comme un film culte. Et Cool World, personne n'a jamais entendu parler de ce truc. Donc voilà, ça m'intéressait. Pour le film en lui-même, je reviendrai un peu plus tard dessus dans ma partie. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, Marjorie? Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, écoutez, c'est un film qui sort la même année qu'un autre petit film d'animation assez mineur, qui est Aladdin. Donc, je vais d'ores et déjà remercier Mathieu de nous montrer un film qui, clairement, est meilleur qu'Aladdin, qui fait clairement de l'ombre à ce petit film d'animation du petit studio Grandes Oreilles. Bon. C'est raciste, Aladdin, non? J'ai pas entendu. Bon. Attaquons tout de suite un des points les plus importants, le premier qui saute aux yeux, enfin des yeux, c'est pour autant qu'il vous en reste après le visionnage. Personnellement, mes rétines sont encore en cicatrisation. Alors, ce qui choque en fait déjà, c'est l'animation qui est criarde, irritante, agressive, tout ce que vous voulez, insérez n'importe quel autre synonyme de ces mots-là, et qui n'est pas fluide pour un sou. La preuve, j'ai dû regarder le film à l'accélérer et ça a fluidifié le visionnage. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point le film est conçu sur une logique de 3 images par seconde. Bon, je trouve aussi que le mélange animation humain ne fonctionne à aucun moment, et du coup je suis très curieuse de voir Roger Rabbit, parce que je ne l'ai pas encore vu. Et je trouve en tout cas que dans Cool World, ça ne fonctionne à aucun moment. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un monde surexcité, survitaminé, en pleine énergie, des humains à côté qui sont tout mous, qui ne sont pas du tout au diapason de l'animation. Dans les deux cas, ça ne marche jamais. Enfin, qu'on soit dans l'animation, ça peut marcher. Quand on est avec des scènes forcément, logique, en live action, ça marche aussi. Tu mélanges les deux, il y a un truc fondamentalement, je trouve, incompatible. Et donc, je suis curieuse de voir Roger Rabbit. Je sais pas du tout. Je crois que ça marche bien. Roger Rabbit, c'est le jour et la nuit. Ça marche. C'est ça qui est fou. C'est de se dire, en plus, que ce film-là, quand même, pas mal de trucs de Roger Rabbit, non? Et cela joue un petit peu, film noir aussi. Ouais, le Hard Boy Cop, ouais. C'est ça. Oui. Même Brad Pitt, je le trouve tout triste. J'ai l'impression qu'il a envie de pleurer à chaque plan. On a envie de lui tendre un petit mouchoir. Il est en décalage avec ce monde. Ça me donne envie de pleurer. Et véritablement, ce qui me fait rire, par contre, et ce qui remonte un peu le niveau, c'est toutes les incrustations animées sur lui. Quand il tend son insigne de policier ou qu'il fume une cigarette, ce sont des moments incroyables où vraiment le dessin est en accord avec son corps. On y croit à 100%. Le monde aussi en lui-même est chaotique et n'a aucune réelle cohérence spatiale. On comprend pas où on se trouve. C'est à la limite le seul point positif, c'est les fonds de décor que je trouve très stylisés, plutôt beaux, mais tout ce qui se passe à l'avant-plan est une horreur pour les yeux, c'est atroce. J'ai vraiment de la peine avec ce film, mais je vais laisser de côté l'aspect visuel pour le moment, pour vous parler d'autres éléments de cinéma qui sont aussi ratés, parce qu'il n'y a vraiment rien de réussi. On fera une partie spoil pour savoir ce qui a été réussi. C'est vraiment ça, le plot twist. Il y a un truc bien. Non, les personnages n'ont aucune personnalité. Sauf à la limite, je dirais le personnage féminin qui, je trouve, est un petit bijou de féminisme aussi, qui est vraiment à ses propres intentions. Ouais, qui n'est clairement pas défini que par son corps et par ses envies sexuelles. Et ça, je trouve, c'est vraiment beau. Non, ce serait réducteur. Non, clairement. Mais sa présence permet de vérifier le talent du dessinateur derrière, parce que là, il y a de la maîtrise de la courbe. Là, on sait dessiner. C'est si beau. Ah là, il y a du point de fuite. Là, il y a du point de fuite. Là, on sait dessiner la courbe. Pour le reste, le reste de ce film, c'est les Raz Moquettes qui auraient fumé un peu trop de moquettes. Voilà. C'est fini avec mon avis. Seb, tu as un truc plus élogieux. Je suis... franchement, je me sens mal là, parce que je vais pas réussir à être beaucoup. C'était agressif ce que t'as fait. Bon, moi j'ai vu Roger Rabbit et je l'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune, donc j'ai pas été à reculons voir le film. On va casser le suspense, c'était éclaté, mais éclaté comme rarement quelque chose a été éclaté. Donc toi t'as dit que les décors ça allait. Non, alors je parle des décors. Que ça va pour de l'expressionnisme allemand des années 20, mais alors on voit que c'est en carton. Oui, alors non, les décors en dessin.
Les décors en carton 2D, mélangés de l'animation, mélangés à Brad Pitt qui a envie de pleurer, là ça marche plus. Ah non, mais on voit que c'est en carton. Et je dis pas que c'est en carton parce que j'ai fait une recherche behind the scene pour voir. Ça se voit, c'est du carton. Et du coup, tu sais très bien quand il va y avoir des humains et des cartoons qui sont sur le même truc. Là, t'en as parlé, l'harmonie et les acteurs, entre les acteurs et les cartoons, ça ne marche pas. Mais du coup, ça donne des moments incroyables parce que dès qu'on arrive à se rendre compte qu'on Brad Pitt est en train de jouer tout seul devant une caméra et en train de taper des trucs, créer des trucs. Moi, des fois, je me tapais des bonnes barres juste à imaginer Brad Pitt. Le scénario, il tient pas debout 2 secondes, mais ça, on le verra plus tard. Il y a une incrustation de 30 000 cartoons. C'est illisible parce qu'on n'a pas le temps de les voir et il y a quelque chose qui se passe derrière. Je sais pas à quoi ça sert, c'est dégueulasse et c'est illisible. C'est un film qui est éprouvant physiquement. Ah, mais j'étais mal. Essoufflée, j'avais mal. J'avais le sentiment que les petits personnages allaient me sauter aux yeux, me poignarder comme ça, les rétines. Mais... C'est un peu ce qui s'est passé finalement. Ah non, mais j'ai glace sur les genoux et tout. J'avais couru mon marathon, quoi. Les acteurs, mais y compris les cartoons, spécial pour Hollywood, là, ils sont vraiment nuls. Mais vraiment, la queen là-dedans, c'est Kim Basinger qui est encore plus éclatée que le cartoon qu'elle est censée jouer. Et je trouve ça formidable. Alors, dès qu'elle arrive, tout change. Ça devient, genre, tout ce qui était déjà un peu gênant avec le cartoon devient, mais ridicule avec Kim Basinger. C'est-à-dire que les cartoons jouent mal, mais mieux que les humains. C'est quand même super grave. C'est fou, ça. Mais là, je pense qu'on tourne un peu autour du pot parce qu'il y a un truc. Le film est misogyne. Mais alors, le film est misogyne comme Michael Jordan est basketteur. C'est pas un dans la foule. Peu non. Oh, tu m'as cassé mon truc, quoi. J'étais vraiment lancé dedans. Alors, je repars. Le film est misogyne comme Michael Jordan est basketteur. C'est-à-dire que c'est pas un dans la foule, c'est vraiment le pionnier, c'est le MVP, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Toute l'intrigue tient sur l'envie de baiser d'un personnage et l'envie de baiser avec les humains d'un personnage féminin. Donc les personnages féminins sont compris par leur libido. Même le personnage de Lornay, oui, j'ai pris son nom, qui est censé être la copine de Brad Pitt. À chaque fois qu'elle arrive, il y a une vieille musique jazzy dégueulasse. Franchement, à ce niveau-là, mettez Sexual Healing et puis tout le monde comprend. Même elle, alors qu'elle a pas raison, c'est un peu... c'est pas la méchante de l'histoire, parce que l'autre, elle est antagoniste parce qu'elle a envie de baiser. Hein. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Hein. Non, elle a toujours envie de savoir si ça manque à Brad Pitt de faire l'amour dans le monde extérieur. Non, et aussi, il y a la première fois qu'il y a une scène d'amour entre un personnage du humain et un cartoon, il y a un zoom dans une maison, il y a des lapins qui sont à une table, et 2 lapins qui sont clairement représentés comme étant des enfants ont des cœurs dans les yeux. Et ça, c'est super chaud. C'est super chaud. Donc, on a parlé avant. Dans Roger Rabbit, il y a tout qui est mieux. L'harmonie, ça marche. Alors, ouais, Jessica Rabbit, elle est sexualisée dans Roger Rabbit. Et c'est pas que c'est moins problématique parce que c'est dans les années 80. C'est peut-être que c'est moins saillant que dans Cool World. Parce que dans Cool World, tout tourne autour de justement cette envie de Ken. Alors Roger Rabbit c'est 88 et Cool World c'est 92 hein, donc ouais non mais oui on est très proche quand même dans les idées. Non, il y a rien qui peut défendre Cool World. Non justement mais en termes de cinéma Roger Rabbit est regardable. Oui et puis que même si ce que j'essaie d'avancer c'était que c'est pas problématique d'avoir le personnage de Jessica Rabbit comme ça, c'est que c'est peut-être moins saillant que dans Cool World le personnage de Hollywood. Alors, en résumé, parce que je vais te laisser parler Mathieu, après, c'est un film affreux qui est fait par des gens qui détestent le cinéma, mais surtout qui détestent les femmes. À toi Mathieu. Bonjour. Justifie-toi déjà. Enfin... Alors, vous voyez ce moment où les 2 autres films ils parlaient de rêves et qu'on aurait tous aimé que celui-ci ce soit je fais un tout petit point sur la partie technique du film en bac avant que ce soit un produit fini, puis après on le défonce. Oui. Il y a une technique ? Oui, la technique de la clé de bras. Il te prend comme ça, il te tape, il te plante un peu là. Du coup, le film, comme toute l'œuvre de Bakshi, en fait, c'est de la rotoscopie. Donc c'est un système qui consiste à relever image par image les contours d'une figure qui a déjà été filmée en prise de vue réelle pour la retranscrire, les formes et les actions. Donc c'est Avatar avant l'heure, si vous voulez, un peu dans l'idée. Après, ça peut être bien fait ou pas. Ouais. Ouais, non. Alors, c'est le même principe. Après, ça peut être bien fait ou pas. Alors, Cool World, ancêtre d'Avatar. Voilà. Vous l'aurez entendu ici en premier. À part ça, Le Seigneur des Anneaux,
au niveau de l'animation, c'est dégueulasse, on est d'accord, pour nos yeux maintenant, mais en 78, ça fait un monstre carton. Donc quand Bakshi il fait Cool World, personne se dit qu'il se plante, à part ça. Vraiment. Les gars se sont dit, on va faire Roger Rabbit en trash parce qu'on est un peu dark, ça va être un carton, on a chopé Kim Basinger. Sauf qu'après, il y a problème sur problème et ça explique peut-être le résultat du film. Et d'ailleurs, la rotoscopie s'utilise encore récemment. Scanner Darkly avec Keanu Reeves. Truc en dessin animé. Non, allez voir, c'est marrant. C'est mieux fait maintenant. À l'époque, c'est assez dégueu. Il a fait une école aussi, Al-Bakshi. Il a fondé son école et il a écrit un bouquin sur sa technique. Donc, c'est l'école de la misogynie, un truc comme ça. Non, c'est la Al-Bakshi School. Des sociétés sur comment rater un film. Il est assez chaud de lui-même pour s'être dit allez, tu peux le faire. Et genre une école de pensée ou une école physique? Une école physique en 2003 où tu peux apprendre ces techniques. Mais il apprend quoi? La rotoscopie. T'écoutes quand je parle? Ok, oui, pardon, je suis désolé, je suis distrait. Et il a eu des prix, hein. Il a eu l'équivalent de l'Oscar de l'animation pour Le Seigneur des Anneaux. Il a eu un prix pour toute sa carrière à Grifoni en Italie, c'est un festival d'animation. Non, il est reconnu, c'est ça le pire. En vrai, je chie dessus depuis avant, mais j'ai vu vraiment que ce film, et peut-être que ce qu'il a fait avant, c'était cool. Alors, on va aller dans l'ordre. On va aller à ce qu'il comptait faire, ce qu'il s'est réellement passé et ce qui est arrivé. Ok, bon. À la base, il voulait Willem Dafoe pour le rôle du flic. Il l'a pas eu. Ensuite, il s'est dit, Brad Pitt, il est bien, mais il va jouer le dessinateur. Ils n'ont pas voulu. Du coup, Brad Pitt finit en flic, qui a un rôle plus gros que prévu, et ça se sent qu'il n'est pas fait pour être plus gros, ce rôle. Ouais. Bon. Ensuite, il voulait Drew Barrymore pour le personnage de Holly. Ils n'ont pas voulu. Du coup, il a Kim Basinger. Et du moment qu'il y a Kim Basinger qui rentre en 90, elle est au sommet de sa carrière, qui est certes fine, mais qui est là. Et après, elle chute. Et du coup, à ce moment-là, on a un moment où Ralph Bakshi se dit « Je vais faire un film violent, malsain, quasiment interdit de nouveau, un peu comme Fritz le Cat, et je vais m'inspirer de Sin City, la BD de base de Frank Miller qui a été adaptée par Rodriguez récemment. Et du moment qu'il y a Kim Basinger qui s'attache au projet, la Paramount se dit « Non, on peut pas, on prend trop de risques, donc on atténue. » Et il reste des espèces de bouts de films. C'est pour ça qu'il y a des bouts méga gore et il y a des bouts méga bizarres au milieu. Il y a même de la surimpression de dessins au milieu. Ça, c'est des restes que je pense qu'ils ont foutu un peu comme ils ont pu au milieu. C'est vraiment un film patchwork qu'ils ont tenté de finir. Comme ils ont pu. On voit, il y a des trous de scénario de 10 minutes quasiment. Enfin, ça, c'est tellement de je pense questions en qu'on suspens. va revenir dans une partie spoiler, mais il y a rien à spoiler là-dedans. Oui, non, il y a On recommande à personne de regarder ça. Non, mais il y a un plot twist si les gens ont envie de. Par contre, il y a une director's cut. Non, je déconne. Alors, je vais juste revenir sur un tout petit point. Marjorie, tu trouvais que le personnage de Holly était sexualisé et que ça te faisait mal, et toi également. Je tiens à vous dire que ça aurait pu être pire, puisque Holly, qui s'appelle donc Hollywood, dont la promo, c'est qu'on a sorti une affiche de 35 mètres de haut et qu'on l'a collée sur le haut de Hollywood à Los Angeles et qu'on l'a vraiment posé et que ça a niqué le paysage pendant 3 semaines parce que des mecs du coin disent « Mais on enlève !» Et c'est fou. Non mais à la base, c'était un immense projet. Il y avait 28 millions. Ça en a rapporté 14. Mais à la base, pour de l'animation, c'est immense, 28 millions. Ça a rapporté 14 millions, ça me fascine. 28 millions, si tu ramènes 14 millions. Non mais d'accord. 2 francs non plus. Ça s'appelle un four, ça. Hein, mais bon. Non, alors Hollywood, donc, devait à la place s'appeler Debbie Dallas. Alors Debbie Dallas, vous comme moi, ça vous choque pas. Mais quand vous savez que c'est une référence à un porno de 1978 qui s'appelle Debbie Does Dallas, vous vous dites que ça aurait pu être tellement pire. Et donc, quelque part, au milieu de tout ce marasme, on n'a pas hérité de la pire version. Bon, maintenant, ça a été un four, mais il a été extrêmement bien accueilli pour sa musique. Et ça, je ne comprends pas d'ailleurs. La musique a été acclamée. Le film s'est fait éclater en public, en critique, en tout ce que vous voulez, mais la musique a été acclamée. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est du jazz. Moi, j'ai oublié la musique, hein, mais bon. Moi, c'est je du jazz, quoi. vraiment juste. Tu sais qui est la musique? Non. Mais il a été acclamé. Sinon, mes points sont globalement les mêmes que vous, en fait. Hein. C'est que ça partait pas trop mal, la scène d'intro, en fait, avec Brad Pitt. Moi, je la trouve pas horrible en tant que telle. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un switch dans la DA, puis tu dis, donc juste... on s'en fout de ok, on est là. Moi, je l'avais oublié, d'ailleurs, jusqu'à qu'il m'en parle. Penses-tu qu'ils expliqueraient comment est-ce qu'on rentre dans ce monde? Mais penses-tu? Ça n'est jamais expliqué. Alors, ça va être un de mes points, spoiler, on en reparlera. Jessica Rabbit, je pense que ça choque moins, parce qu'en fait, c'est la petite amie du héros, et donc il y a une relation d'amitié, c'est son job, en fait, de séduire un peu, alors que là, non, elle est juste... Elle a une libido d'enfer. C'est son travail de faire ça?
Jessica Rabbit, elle est danseuse de cabaret. Ouais. Ah, pardon, Donc, je sais que tu beaucoup parlais moins dans Cool choquant. World. Ouais, d'accord. Alors que Hollywood dans Cool World, qui est une pâle copie, hein, c'est entre Jessica Rabbit et Marilyn Monroe raté, mais ils n'avaient pas les droits, clairement. Elle est, enfin, c'est dégradant pour tous les niveaux, même de dessin de la femme. Enfin, d'ailleurs, son dessin dans le vrai monde, quand il la dessine, c'est mieux fait que le dessin qui vont se servir dans le film. Donc je sais pas, ils ont dû virer le gars à un moment donné. Sinon, c'est un film qui est très mauvais pour énormément de points, qui est compliqué, je m'en rends compte, à critiquer, parce que pour moi, le principal problème, c'est le scénario. Et c'est compliqué. On a pété la gueule il y a 2 minutes, mais ça va critiquer. Non, mais critiquer dans le sens objectif du terme, sans rentrer dans le spoiler. Donc, je parlerai vraiment du scénario un peu plus tard. Sinon, il y a au milieu de tout ça, il y a des restes qu'il a réussi à foutre de parodies un peu de d'autres dessins animés. Genre, vous avez vu qu'il y avait Geppetto et Pinocchio dans le film. Ça m'a fait mal. J'ai mal. Et il y en a plein. Ah oui, putain. Il y en a plein. Il y a, tu sais, ce tableau des chiens qui jouent au poker. Ouais. Ils sont dedans aussi. En fait, j'ai pas checké tous les plans, mais apparemment, il y a quasiment tous les Disney qui sont massacrés à la batte dedans, mais qui apparaissent à des endroits. Il y a 7 nains qui baissent Blanche-Neige, ou bien non, mais vraiment, j'ai l'impression que. Ouais, mais ça pourrait, hein. Ça pourrait vraiment. Et c'est un peu, je crois que c'était un peu son plan, c'était un peu de casser la vibe des dessins animés pour enfants, entre guillemets. Lui, en voulant faire son truc, sauf que comme il a son film qui a été un peu charcuté au milieu, il reste que des bouts un peu étranges. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu patchwork, quoi. Et il y a le fils de Sinatra dedans. Et ça me fait très mal de savoir ça, parce que c'est finalement tout ce qu'il aura fait, c'était une apparition dans le couloir, le fils de Sinatra. Non, mais vraiment, ce film, c'est je prends tes classiques et je les détruis. Et je lui crache au visage à la fin. C'est clair. Et sinon, dans les autres trucs qui sont pas scénaristiques, vous avez ce moment où le dessinateur il va acheter une BD dans un magasin. Ouais. Il y a une meuf qui le reçoit, elle est en tenue de soirée. Il y a que moi qui se dis mais personne travaille dans cette. Elle est en tenue de gala, quoi. Surtout, ouais, c'est un échange chelou où au final la meuf elle veut de nouveau baiser, quoi. Peut-être nouveau dans ce truc où. Mais je vois pas ce qui te choque dans la mesure où c'est ce qu'on fait dans la vraie vie. Ah non, c'est vrai que ça se passe comme ça normalement. Dans la mesure où les années 80 ont été construites comme ça au niveau cinéma. C'est juste que d'habitude les personnages féminins sont pas au centre, c'est juste ça. Non mais là c'est assez fou quand même. Et sinon la transformation dessin animé vers humain, je l'ai pas trouvé trop dégueulasse. Dessin animé vers humain, d'accord. Par rapport à l'inverse. Ça, c'est parce que tu avais perdu une bonne capacité de ta vue, on t'en veut pas. Non, parce que t'es devenu moins exigeant sur la fin du film. Ça arrive dans le premier tiers. Donc non, ça arrive dans le premier tiers. C'est peut-être le truc le moins dégueulasse, c'est quand on passe de dessin à humain. Tout le reste, c'est moche, mais ça va. Mais sinon, moi, je trouve qu'il y a une patte visuelle que je trouve intéressante. C'est juste que c'est raté. Oui, j'ai dit, il y a des décors qui sont un peu stylisés, vite fait. Effectivement, il y a jamais tout à jeter. Mais là, c'est tellement compliqué de trouver des points positifs. Et le visionnage est laborieux. Mais c'était une réelle expérience de cinéma, ce que tu nous as proposé, Mathieu. Moi, je voulais pour la banane de Brad Pitt, très clairement. Bon, est-ce que vous avez envie de spoiler ce film ? C'est la question. J'ai juste envie de parler d'un petit truc. Si on peut faire une courte parenthèse spoiler, si ça vous dérange pas. Ok, Léo, lance le timecode. Bien sûr, Marjorie. Alors du coup, je vais arrêter de me répéter. Vous voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez sauter à 1h, 20 minutes et 37 secondes. Vous vous en foutez de vous faire spoiler. Bah voilà, en fait, restez là. En fait, j'ai réexpliqué. Donc je me lance. Le Spike. Non, parce que la fin du film, c'est... La fin du film, on voit où tout le projet se perd. Donc j'ai relu sur internet parce que je comprenais vraiment pas d'où venait Spike. Le Spike, donc c'est cette espèce de truc de lumière qui ferait retourner, qui transformerait... Donc c'est une pointe qui est tout en haut de d'un hôtel à Las Vegas. Ouais, c'est ça qui ferait transformerait le monde des humains en monde de cartoon. Alors narrativement, c'est inédit. Hein. C'est entre le MacGuffin et le Deus Ex Machina. On n'a jamais vu ça. Je crois que Brad Pitt, il est emmené de ce que j'ai lu sur internet, il est emmené dans le monde justement par ce Spike. Donc il est un peu au début, mais alors vu que les trois on s'en rappelle pas, clairement pas assez. Et du coup, elle va pour attraper Spike parce qu'elle a toujours qu'une seule envie, Hollywood, c'est de baiser. Et après, elle finit par buter Brad Pitt qui tombe par terre et on dit le seul moyen qu'il s'en sorte, c'est en devenant un cartoon. Et devient un cartoon et du coup, il peut baiser sa meuf. Ce qui est génial, c'est qu'il est atroce en cartoon, mais que t'as un des personnages qui fait « Il est tellement beau en dessin !» Mais c'est pas possible, mais... C'est vrai que Brad Pitt, t'as vraiment l'impression que c'est plus le même dessinateur qu'il a fait. Il n'a plus de paupières. Mais c'est devenu un dessin des années 30. C'est une espèce de ballon de baudruche comme ça. Mais moi, je trouve c'est fou, cette obsession. À la fin, tous les personnages féminins pourront baiser. C'est bon, on vous le donne. C'est vraiment le postulat du film. Voilà. Il tient là-dessus, quoi. Mathieu, un ajout sur ça. Oui.
moi, je trouve qu'il y a un nombre de trous de scénario qu'il faudrait combler. Ah, mais il n'y a pas de scénario. Ah, j'attendais que vous fassiez une blague là-dessus, je suis déçu. Non, il y a déjà le fait... Alors... Je l'ai que maintenant, comment ça se fait? On va reprendre dans l'ordre. Le film, il commence en 45. Brad Pitt, il revient de la guerre, de la Seconde Guerre. Il retrouve sa mère. Il roule en moto. Il se shoot, en fait. Et sa mère meurt. Et lui, aspiré dans le couloir. Bon. On revient 2 secondes plus tard. Et c'est un dessinateur qui sort de prison. D'ailleurs, je voulais résumer, mais quelqu'un avait repéré qu'il sortait de tôle pour meurtre? Absolument pas. Ouais, ok. Je m'en foutais en même temps. Ouais, alors on s'en fout, mais en plus on comprend pas. Ouais. Donc voilà, parce que la première scène où il apparaît, il est à son bureau, et après on le voit en tôle, il revient, il repart, bref. Donc on est en 92, donc moi j'ai toujours pas compris comment Cool World peut déjà exister en 45. Et s'il existe déjà en 45, comment il est arrivé jusqu'au dessinateur? Ah ouais. Mais c'est pas l'idée qu'il rêve un peu de ce monde et finit par le dessiner, mais il est préexistant. Oui, mais... Il a pas 50 piges au moment où il Non, mais dessine... même s'il est préexistant, pourquoi lui? Pourquoi ça marche pas. Rien ne marche. Non, ça ne marche pas. Et le dessinateur est aspiré dans le monde par le petit professeur, là, l'espèce de cliché d'Einstein qui l'aspire. C'est encore lui qui l'aspire? C'est lui qui l'aspire du monde des toons, du monde des humains vers le monde des toons. Et à la fin, au moment de Taspire... C'est seulement Brad Pitt, parce que tu le vois au tout début. Non, le dessinateur. Okay. Le dessinateur, il se fait aspirer par le petit vieux. Et le petit vieux, il est de nouveau à New York à la fin dans le vrai monde. Il est apparu comme par magie pour réaspirer tout le monde parce qu'il fallait bien finir. Donc, c'est vraiment le film qui te dit bon, ça fait 1h40, on finit. Il n'y a vraiment pas de fin écrite. Ouais. C'est Ils peuvent baiser. Allez, tous au lit maintenant. Mais moi, j'ai vraiment ce truc avec les les petits. films. Non. Pas les petits, Marjorie. Moi, j'ai vraiment ce truc avec le cinéma, c'est qu'à la limite, que ce soit dégueulasse visuellement, vous pouvez ne pas avoir de thunes, bon, c'est pas grave, mais juste bosser le scénario, ça vous coûte un stylo et une feuille blanche, quoi. Ouais, donc, mais il y a tous ces problèmes de... Ouais, bon, alors là, il y a un problème de... Non, mais là, il y a un problème de fond. Le film ne tient pas au niveau cohérence. Surtout qu'on s'en fout qu'il ait passé 50 ans. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Peut-être qu'il a fait 50 ans avec sa... Moi, je pense que ce qu'il voulait, c'était un inspecteur cliché des années 40 du film noir, mais il voulait quand même le mettre en 90. Et du coup, il y avait que ça comme excuse. C'est pas un inspecteur des années 40, c'est un soldat, quoi. Oui, mais comme il est inspecteur dans le monde, ils se sont dit, je peux faire un peu cliché film noir. Et je crois que c'est ça, l'idée. Mais ça tient pas. Moi, c'est ça qui me dérange beaucoup plus que le fait qu'il soit moche. La sexualisation aussi me dérange, bien sûr. Mais moi, c'est vraiment le fait qu'en tant que film, déjà, il tient pas, quoi. Il est tout pété. Ah non, mais c'est affreux. Hein. Non, mais je suis d'accord, c'est encore moins pardonnable le scénario que l'animation. Ouais, d'accord. Absolument. C'est une fin de partie spoiler. Je pense qu'on va arrêter d'essayer de comprendre ce film. Il n'est pas fait pour être compris, ni même pour être regardé. Alors, on avait 2 films qui étaient durs à comprendre. Mais pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Et là, on a un film, heureusement qu'on comprend pas, parce que si je rentre dans la tête de ce gars, je pense que je fais une syncope. Mais non, c'était mauvais. Hein. C'est vrai que si je fais une petite synthèse des 3 films qu'on a eus, ils sont tous globalement un peu compliqués et tirés par les cheveux scénaristiquement. Ouais, sauf que... C'est compliqué la tâche pour le 2e épisode. Ouais, mais c'était bien. Mais ouais, c'était bien, j'ai passé un bon moment. Est-ce que tu as apprécié ce moment en notre compagnie, Mathieu? Le moment, ouais, toujours, bien sûr. J'adore parler avec vous de films. Par contre, je vais mieux choisir les miens, mais j'adore parler de films avec vous. Ça, c'est Seb qui m'a mis dans. Ouais, on choisit des films qu'on n'a pas vus. Bah voilà, non, maintenant je prends des films que je connais. Alors que je suis le seul à avoir choisi un film que j'ai vu. Alors justement, ce sera quoi ton film pour la prochaine fois, Mathieu? Ce sera Canine de Yorgos Lanthimos. Si ça vous parle pas, c'est lui qui a fait The Lobster. Ah, j'ai beaucoup aimé. Et donc c'est probablement, je pense m'avancer en disant ça, c'est vraiment votre premier film grec. Parce que moi, ça a été mon premier film grec aussi. C'est possible. Ouais, et c'était bien trippé de Lobster. J'ai très très peur de ce qui va se passer pour... Vraiment, donc, c'est plus vieux que The Lobster, c'est son 2 ou 3e set 2009. Ok, super. Et toi, Seb, tu nous proposes quoi? Alors, encore une fois, dans mon cinéma américain, cette fois, on va remonter un petit peu plus loin. On va aller avec Blood Simple des frères Cohen. Enfin, surtout Joel Cohen, parce que Ethan Superior, il est pas crédité. Mais qui sont un petit peu jeunes, en 85, avec une Frances McDormand toute jeune. On en a parlé aujourd'hui, j'adore cette actrice. Voilà. Hâte de voir ça. Et alors moi, je vous propose un film que je n'ai pas vu, qui est Burnout de Yann Gonzlan, qui est sorti en 2017, le même réalisateur qui a fait Boîte Noire avec Pierre Ninet. Et j'ai vu la bande-annonce et je sais pas pourquoi ça m'a hypé, probablement parce qu'il y a François Civil en moto et que je veux voir ça. Et que t'as cru que c'était un porno aussi, mais... accessoirement, oui également. Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais je sais pas. Ça sort de nulle part. Hein. J'acquiesce, tout ce que dit Mathieu, j'acquiesce. Et j'ai vraiment envie de découvrir ce film, donc je vous le propose et j'ai hâte de savoir, de le voir et de savoir ce que vous en aurez pensé au prochain épisode. Exactement. Je voyais ce que c'était, mais l'affiche, elle m'enjaille toujours tellement. De quoi? De Burnout? De Burnout, ouais. Ok, j'ai même pas vu, mais j'irai voir ça juste après. Eh ben, c'est une fin d'émission. Et merci à Léo d'avoir capté le son, d'avoir
d'être intervenu. Un petit mot de la fin, Léo, peut-être? Non. Ouais. Ça va. Heureusement qu'il est là. Hein. Il est si putain. méta cet épisode. Il a réussi à nous soutenir en tout cas. Franchement, il n'y a pas d'animation sans lui. Alors à tout bientôt pour un prochain podcast de Random Movies. Tout bientôt, ciao ciao. Salut.